je disais, on va commencer par les news et merci donc du coup Thunder d'avoir répondu avec The Waldo News puisqu'évidemment on ne change pas ça pour l'instant. C'est toujours notre cher Dio, notre Dio Mochi qui annonce les news avec The Waldo News. Et on va commencer donc cette émission avec, je suis désolée en plus avec Thunder, je l'embête et en plus je le relance dedans. Du coup, tu as une news pas forcément très cool. Oui. Bah oui, parce qu'en plus, voilà, quitte à commencer l'émission, on a commencé avec une sale news. Et ça s'est dit, bah tiens, on va la donner à Thunder. Quand c'est pas les chiffres, c'est les mauvaises nouvelles. C'est vraiment. J'ai filé des chiffres à quelqu'un d'autre. J'ai filé des chiffres à quelqu'un d'autre. Super. Ah bah, j'en suis très fier pour lui. C'est un grand honneur. Non, on va parler du chapitre 1000 de One Piece qui est sorti officiellement ce lundi, le 4 janvier, putain, je suis déjà à Japan Expo. Tu rames, mais dans le sens inverse. Le 4 janvier. Et il est sorti officiellement même, alors en France on peut dire via la plateforme, c'est Shonen Plus de mémoire. Manga Plus. Où on peut le lire en VOST-A. Mais il se trouve que quelques jours avant, je crois au moment de Noël, entre le 24 et le 26, il a fuité. En fait, c'est la team Little Garden qui a fait un tweet le 26 décembre pour indiquer qu'ils avaient le chapitre 1000 et qu'ils l'avaient traduit et qu'ils le balançaient en disant que la raison était qu'ils allaient faire une version full color parce qu'ils s'entraînent à la colorisation pour le sortir le 4 janvier en revanche, ce chapitre-là. Bon, je trouve que cette excuse est un peu bidon de dire qu'ils aient le chapitre en avance pour le coloriser, ok. Je trouve bizarre de le balancer avant tout le monde. Enfin, l'excuse pour le lancer avant tout le monde ne marche pas trop. Je sais pas d'où vient le scan de base, où vient leur source de scan. Je pense que ça, ils l'ont pas dit. Mais de ce qu'on a pu trouver, il serait la première team de Scantrad au monde à l'avoir balancé. Donc bravo à vous. Cocorico, c'est ça? Ouais. Cocorico, ouais. Sur mon conducteur, j'ai marqué Cocorico. C'est vraiment... que dire à part que... En soi, c'est une news, c'est-à-dire qu'on le sait que One Piece, ça fuite des fois une semaine à l'avance. C'est juste un peu dommage, surtout pour un tel événement au Japon, et on y reviendra tout à l'heure un petit peu dans le monde aussi, de tout ce qu'il y a eu. Oui. Mais pour cette news, au moins, je me suis permis de vous mettre les deux images qui sont les deux images des deux Shonen Jump qui ont eu les chapitres 999 et 1000, oui. Qui donc réunissent à toutes les deux. On voit Luffy avec tous les persos du Jump. Et leur personnage préféré de One Piece. Donc si vous trouvez cette image, vous verrez par exemple que Deku de My Hero Academia, il est très copain avec Don Krieg et ses masques à gaz. C'est un peu étonnant. Et que le héros de Jujutsu Kaisen, lui, c'est avec Arlong. Hein. Clairement, il y a un délire avec les méchants. Et l'autre image, c'est un petit clin d'œil sympa pour les vrais fans de la première heure, parce que c'est de mémoire l'une des toutes premières images de One Piece qui avait été mise, peut-être même pour Raymond's Dawn de mémoire, je ne suis plus très sûr, et il l'a refait avec tous les persos actuellement du manga. D'accord. Donc c'est un joli clin d'œil. Effectivement, voilà. C'était quand même, c'est quand même pour un bel événement, même si c'est un peu effectivement une situation étrange, de se dire ça a fuité et puis voilà, c'est après ça fuite tout le temps. Après en vrai les fuites ça existe, ouais. Les fuites ça existe et c'est vrai que souvent les gens quand ils profitent d'une fuite ils y vont jusqu'au bout quoi. C'est ça. Ouais. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de fuite concernant ma news, mais alors, c'est très étrange parce que en général, je suis quand même vachement... Tu vois, j'ai un cerveau qui est bloqué sur l'actualité, beaucoup. Et je ne sais pas comment, peut-être parce que c'était les vacances, mais je n'ai pas vu passer ce tweet de Valentin Paco, qui est un journaliste, qui donc a annoncé le 30 décembre qu'en fait, Solo Leveling arrivait chez nous. Et avec toutes les infos, Solo Leveling, c'est bon, c'est validé, ça arrive chez Delcourt, donc sachez-le, ça sortira au format papier chez Delcourt pour un nouveau label qu'ils vont mettre en place, à savoir K-Books. A priori, donc ça sortirait pour le mois d'avril, le premier tome sortirait donc en avril et le deuxième en juin. Ce sera 200 pages couleur, donc tu vois un gros truc quand même, mine de rien. Mais le truc, c'est que le 25 janvier, donc un petit peu avant quand même, donc très très bientôt pour nous, il y a la plateforme Veritoon qui va se lancer. C'est une énième plateforme de Webtoon, hein. Il y en a quand même de plus en plus maintenant qui propose un catalogue avec donc des traductions en français, si ce n'est carrément des productions qui ne sont ni coréennes, ni japonaises, ni asiatiques. Il y en a de plus en plus. Et donc là, Veritoon, écoutez,
no joke, ça appartient également à Delcourt. C'est la plateforme de webtoon de Delcourt et ils inaugurent le 25 janvier. Ils l'ont annoncé justement, je crois que c'était hier ou avant-hier. Ils inaugurent leur plateforme avec Solo Leveling. Donc vous aurez la possibilité de découvrir le format original de cette œuvre, à savoir donc le format en lecture verticale, donc le scrolling, donc le webtoon, à partir du 25 janvier. Je connais pas les tarifs encore de Verytoon, je ne sais pas encore sous quel format ce sera, mais du coup on ira bien checker tout ça à la fin du mois. Et si vous êtes plutôt format papier, il suffira d'attendre un petit peu plus longtemps, mais il me semble que c'est un titre extrêmement attendu. Il y a vraiment un grand public qui est derrière et qui s'impatiente, comme par exemple toi, Profi Sekai. Ah ouais, moi bah oui, je connais depuis assez longtemps déjà la série Solo Leveling, parce que tout le monde forçait dessus, donc forcément, à un moment je me dis, bon, peut-être quand même aller la lire, parce que c'est peut-être qu'il y a quand même un intérêt. Et effectivement, oui, c'est sympa, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en matière d'isekai, alors c'en est pas un, hein, mais on est sur quelque chose d'assez proche. Il y a une vibe isekai en tout cas. Il y a une grosse vibe isekai avec un côté très jeu vidéo, avec des interfaces, des montées de niveau, RPG, alors qu'on est dans un univers contemporain, avec des portes et des donjons à explorer qui s'ouvrent sur notre monde, avec des monstres, et en fait on envoie des gens pour aller les explorer et détruire on va dire le cœur du réacteur à l'intérieur pour que le portail se referme, mais en même temps, comme c'est une porte vers un autre monde, tu as des trésors à l'intérieur et tu as des gens qui se ruent dedans pour récupérer du minerai, des différents artefacts. Enfin, voilà, du coup, c'est plutôt intéressant. Et le début du titre est vraiment chouette. Il y a une ambiance qui est très, très, très angoissante au départ. Et finalement, à la fin, une fois que ce début a démarré, et en fait, on retrouve plus du tout cette ambiance-là. Et on est sur des rails avec un héros qui est beaucoup trop fort. Et qui grimpe avec dans la surenchère de plus en plus. Donc, c'est sympa. Si on aime le Naro, c'est complètement ça, quoi. D'accord, ok. Voilà. Bah, merci pour ces précisions, Profi Sekai. Bon, en tout cas, on sort de cette ambiance pour aller dans un univers totalement différent avec Fumble qui va nous parler de cette bande-annonce de film, qui n'est pas vraiment une bande-annonce d'ailleurs. C'est une espèce de trailer teaser. C'est une sorte de petit teaser d'annonce pour Gyokyo no Nikuko-chan. Il y a peut-être un jeu de mots, je suis pas sûr, dans le titre en fait. Gyokyo, c'est le petit port de pêche en fait. Donc c'est le petit port de pêche de Nikuko-chan. Ça peut être pris autrement, ça peut être un peu pris un peu comme la parade ou quelque chose comme ça, une sorte de parade. Donc c'est peut-être un peu la parade de la vie de ce personnage qui s'appelle Nikuko, qui est une femme qui vit avec sa fille, qui s'appelle, attendez que je ne me trompe pas, qui s'appelle Kikuko, elle, sa fille, et ils vivent dans un bateau. Voilà, et donc ce film, c'est le nouveau film du studio Katsé, qu'on connaît surtout récemment pour Les Enfants de la Mer, aussi connu pour la trilogie Berserk, pour le film Hammer Béton bien avant, donc en gros du lourd, même la trilogie Berserk qui, malgré qu'elle soit en CGI, est excellente. Et voilà, donc c'est juste une annonce, c'est une adaptation d'un roman de 2011 par l'autrice Kanako Nishi, qui est assez connue au Japon, elle a gagné plusieurs prix. Et il faut savoir que le producteur s'appelle Sanma Akashiya, donc pour ceux qui connaissent, c'est un gros comédien japonais qui adorait le roman et qui a dit moi je mets la thune pour avoir une adaptation animée, et qui allait voir le studio Katsé. Et qui sera donc ce film qui sera donc réalisé par Watanabe Ayumu, donc qui est le même réalisateur que pour Les Enfants de la Mer, qui aura le même scénariste d'ailleurs, qui s'appelle Satomi Oshima, le même chara designer qui s'appelle Kenichi Konishi. Et voilà, donc on retrouve un peu cette équipe des Enfants de la Mer. On voit déjà rien qu'à cette image que les décors derrière ont l'air déjà assez magnifiques, et on imagine déjà ce petit bateau en mouvement là. On sent que ça va être ça va être très réussi. Et puis du coup, oui, je pense que Akashiya, il a un peu de thune. On disait que ça faisait 5 ans qu'il préparait le projet, donc. Ah oui, on a juste le teaser, mais on sait pas trop. Pour quelle A priori, ça lance la production en été, donc c'est pas pour tout de suite. Plutôt 2022, éventuellement, même pour nous. Oui, je pense. Pour nous, plutôt 2022. Ok, donc c'est des nouvelles qui viendront bientôt. En tout cas, ça m'intrigue énormément. Ouais, pareil. Et si là, on a le début de quelque chose, on va arriver plutôt sur la fin de quelque chose. Avec Profi Sekai, puisque ça y est, Zettai Karen Children. C'est fini. Ça va se terminer.
Ça fait peut-être 1, 2, 3... depuis 2005 que ça a démarré, donc j'ai quand même le tome 1 chez moi. Hein. J'ai même plus que ça. Ça va se terminer du coup en 2021. C'est l'auteur lui-même qui l'a dit sur son compte Twitter. Donc ça se terminera peut-être en 61 ou 62 tomes. Il n'a pas dit quand ça se terminerait. Il n'a pas dit ça se termine en 2 chapitres. Il a dit je termine cette année. Ouais, c'est ça. Donc bon, techniquement, on part peut-être sur la moitié de l'année ou sur la fin d'année ou même peut-être au printemps en fait, on ne sait pas. Hein. Sachant que le tome 60, il va sortir. Il va rater le coche. Voilà. Peut-être à 2022. Non, en fait, allez, je rallonge un peu. On va dire 3 tomes de plus, c'est parti. Allez. Mon tome final, il n'est pas assez bien. Non, je pense pas. Moi, je trouve ça bizarre d'annoncer que tu termines une série en disant en même temps bonne année. Coucou, voilà. Bonne année, meilleurs vœux. Et j'arrête ma série. Salut. C'est ça, allez, salut. C'est un vrai vœu de bonne année pour plein de gens, je pense. D'ailleurs, la première question que je pense que pas mal de gens qui regardent l'émission doivent se poser, c'est mais c'est quoi Zettai Karen Children? Et c'est normal que vous ne connaissiez pas. Je connais pas. Je connais que de nom. Ça ne m'étonne pas. C'est une très bonne série sur un flic qui doit s'occuper de 3 gamines qui ont 11-12 ans au tout début du récit. 10 piges. Ouais, voilà, et qui sont des espers, donc elles ont des pouvoirs psychiques, chacune un peu différentes les unes des autres, et elles servent dans la force d'autodéfense japonaise. Et donc en gros, il est un peu le gardien de ces gamines. C'est le tuteur, ouais. Et voilà, et il doit faire en sorte qu'elles ne manquent de rien humainement parlant, et il essaye de les protéger surtout des instances politiques qui pourraient se jouer autour d'elles, parce que il y en a plein des gens qui ont des pouvoirs psychiques, mais elles sont les seules de niveau 5, parce qu'on catégorise les experts de niveau 1 à 5, et elles sont les 3 seules au monde à avoir ce level-là en fait. Donc elles sont très puissantes, elles ont la puissance d'une arme de destruction massive pour certains en fait. C'est exactement ça, ouais, effectivement. Et puis alors le truc c'est qu'au début c'est des gamines, mais plus tu avances, plus ça grandit, parce qu'en fait comme le titre il est long, le temps avance aussi, et du coup maintenant je pense qu'elles approchent de la vingtaine les personnages. Ça c'est bien. On va pas trop rentrer dans les détails. C'est pas comme Détective Conan. Ça évolue vraiment. Détective Conan il grandit pas. Il grandira jamais. Mais d'ailleurs, Détective Conan, ils avaient expliqué que c'est une boucle temporelle. Tout ce qui se passait dans le manga se passait sur 2 ans. Et du coup, ça crée des incohérences avec l'évolution de la technologie. Mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on passe. Mais du coup, Zettai Children, c'est excellent. Il y a eu 2 animés quand même qui sont jamais sortis chez nous. Donc il y en avait un qui adaptait peut-être en 50 épisodes le début de la série, peut-être jusqu'au tome 15, 16. Ouais, en tout cas, la série est chez Kana, donc elle est trouvable. Et il n'y a aucun manquant. Il n'y a aucun manquant parce que chez Kana, et elle marche pas, donc achetez-la. Parce que personne l'achète, parce que personne la connaît et que c'est super long, hein, c'est un peu comme Gintama, sauf que c'est pas vraiment une comédie, il y a un vrai scénario derrière. Et il y a un scénario dans Gintama, on va se calmer tout de suite avec Gintama. Mais il n'est pas prégnant en fait, alors que là, ça dépend des arcs. Ça dépend des arcs, évidemment. Mais là, il y a un fil rouge qui est vraiment très très long, quoi. Gintama, c'est plus un manga de comédie, là où effectivement Zettai Karen Children, c'est vraiment un manga plutôt action-aventure shonen à la base quand même. C'est ça, alors qu'au début, on part sur quelque chose de très léger avec de la comédie. Sur la moitié, ça vire sur quelque chose de beaucoup plus sérieux aussi. D'accord, et donc cette longue série s'achète bientôt. Parce que les persos grandissent. Donc, voilà. Mais même il y a des enjeux politiques autour d'elle, quoi. C'est ça. Forcément. Donc il y a des histoires de terroristes aussi. Le meilleur méchant, Magneto en mieux. Donc c'est chez Kana, et ça se terminera donc en supposément 70 tomes, un truc comme ça. On sait pas trop. Non, 61, 62 tomes. Ah pardon, je vais trop loin. Je vais beaucoup trop loin. 60 J'aurais pas dit à 70 tomes, j'aurais pas dit non, hein, mais bon. Apparemment, il veut finir avant. Et par contre, il a dit qu'il réfléchissait déjà à sa prochaine. Donc en fait, il finit celle-là et il en lance une autre dans la foulée. Donc lui, il prend pas de pause. Bourreau de travail. Je connais ce genre de mangaka. Il y en a beaucoup des comme ça. D'ailleurs, il y a un nouveau tome qui arrive chez Kana bientôt, genre peut-être en janvier, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que le manga continue. Bah, c'est pas le 46 là dont il y a c'est le 46, ouais, c'est ça. C'est le 46. J'ai bien fait les choses, j'ai mis les bons éléments. Il sort en janvier, ouais. Bravo. C'est ça. Et du coup, une autre série qui, je l'espère, ne sera pas aussi longue, mais on ne sait jamais avec cet artiste, c'est concernant Orient. Il y a une super nouvelle qui a rendu Thunder extrêmement heureux. Je laisse partager son bonheur. Extrêmement heureux. Dis la vérité, dis la vérité. Mais moi aussi. Alors la vérité c'est que je suis toujours très heureux que Shinobu Otaka fasse parler d'elle. En revanche, un animé de Orient
à titre personnel, je m'en fiche, j'ai le manga et ça me va déjà très bien. Mais ça me fait toujours très plaisir que ça permet de populariser cette autrice encore plus. Donc je prends. Et oui, Orient, donc c'est la dernière série en date de l'autrice de Maggie, comme on peut le voir sur cette image, qui dès qu'elle a fini Maggie, elle s'est lancée dans Orient, qui sort chez nous, chez Pika Édition, qui en est déjà à son cinquième volume. Regardez les jolies covers brillantes avec effets métallisés. Elles sont superbes. C'est de toute beauté. Et en gros, la Kodansha a annoncé ce lundi, donc le 4 janvier, un projet d'adaptation Orient. Alors ça avait un peu fuité, mais ça a été officiellement lancé via ce teaser en fait manga animé, où du coup il n'y a aucune animation, c'est juste des animations des pages du manga qui ont été colorisées, ce qui est déjà très chouette, hein, c'est déjà très joli à voir effectivement. On ne sait pas grand chose pour l'instant parce qu'on est tout début de production. Je n'ai même pas trouvé d'infos sur le studio. Si quelqu'un a des infos dans le chat, je suis preneur. Même les seiyuu, on entend des seiyuu, mais je ne sais pas si c'est les seiyuu définitifs ou juste des seiyuu pour ce teaser. En revanche, la vraie info qu'il faut retenir, c'est que le Orient s'arrête dans son magazine et va reprendre le mois prochain en fait dans un mensuel, dans le Bezetsu Shonen Magazine. D'accord. Donc il passe de hebdomadaire à mensuel, sûrement pour que l'autrice ait un peu plus de temps pour elle pour pouvoir mettre en place son œuvre et son histoire, parce que le titre marche plutôt bien et je pense aussi, c'est vraiment ma simple idée à moi, peut-être je me bourre, que vu qu'un certain manga qui s'appelle L'Attaque des Titans, qui est dans le Bezetsu Shonen Magazine, va bientôt terminer, il faudrait peut-être un autre shonen un peu lourd, ou en tout cas un autre nom un peu lourd pour peut-être tenir la baraque. T'es presque en train de comparer l'Attaque des Titans et Orient là en fait, presque. Non, mais en termes de popularité des auteurs, je pense que les deux auteurs se valent parce qu'au Japon, l'autrice en fait est quand même très très connue et Maggie a quand même vraiment très bien marché pendant 38 volumes. Donc c'est pas. C'est un peu mieux aussi. Hein. 37 tomes. Ça c'est ton combat, Fumble. C'est pas comme ça. Comme un petit murmure. Ah ouais, je vois ça. Non mais on dirait Ken Bogard. Incroyable. C'est une influence permanente. Voilà, il y a Dead Sama qui met l'Attaque de l'Orient. Effectivement, il a raison. C'est ça, c'est l'Attaque de l'Orient, la prochaine série. Tout s'explique. Je comprends mieux pourquoi la hype. J'ai compris pourquoi ça s'appelle Orient pour l'instant, mais bon. Orient, c'est compliqué à balancer en 2 lignes, mais globalement, elle s'est servie de différents mythes asiatiques et de relecture mythes asiatiques. Et en gros, ça raconte l'histoire de 2 héros que on voit sur les covers du tome 1 et 2, qui sont Musashi et j'ai oublié le nom du deuxième, j'ai encore un trou de mémoire. Le blondinet horrible. On peut l'appeler le blondinet. Voilà, si tu veux. Ils vivent dans un monde. Voilà, on va dire ça vaguement. En fait, ils vivent dans un monde qui est contrôlé par des monstres qui s'appellent les Oni, qui tiennent les humains en esclaves. Des humains avaient tenté de s'interposer sur son... Kojiro, voilà. Des humains avaient tenté de... Si, c'est Musashi et Kojiro. C'est Musashi et Kojiro, comme dans Pokémon, tu veux dire? En même temps, Musashi et Kojiro de Team Rocket, ils sont basés sur ça, ils sont basés sur les mêmes personnages historiques. Et au Japon, il y a plein d'artworks sur les personnages d'Orient déguisés en Team Rocket. Il faut le savoir aussi. Et en gros, ils sont dans un monde où les humains sont contrôlés par des démons, les Oni, certains humains avaient essayé de se rebeller, donc c'est les samouraïs, les bushi, et ils se sont fait avoir, et donc ils sont devenus des espèces de parias, effectivement. Ils sont enchaînés à leur sabre pour qu'on sache de quelle caste ils viennent et qu'on puisse leur jeter des tomates. Et il n'y a qu'un seul personnage, c'est Musashi. Lui, il s'en fout complètement que les bushi soient des parias. Il sait la vérité, que les Oni sont des démons et qu'il faut les exterminer. Il va devenir un bushi. Mais comme il n'a pas de sabre, lui, son arme, c'est une pioche parce qu'il est fils de mineur et qu'il est, comme tous les humains, il va à la mine, quoi. Donc voilà, c'est un shonen manga assez bourrin et... un peu moins, on va dire, subtil que Maggie, ça je peux le reconnaître au moins, mais il y a toute l'intelligence de l'autrice dans ce titre et la magnificence de son trait, j'ai envie de dire, je ne le répéterai jamais. C'est super beau, putain. Même les doubles planches, elles sont incroyables. Exactement. Et donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter au tome 1. Il faut pas s'arrêter au tome 1, c'est une erreur. Alors, est-ce que tu veux dire pourquoi tu balances cette phrase? Parce que je connais d'autres personnes qui sont dans ma situation et qui se sont arrêtées après le tome 1. Et du coup, je suis là comme porte-parole pour les gens qui se sont arrêtés après le tome 1. Il semblerait que ce soit une erreur. Ne le faites pas. Retentez.
enchaîner sur le 2. Car du coup, moi, personnellement, je me suis vraiment arrêtée au 1. Mais j'ai le 2 chez moi. Donc, je peux me rattraper. Mais dès le 2, c'est bien. Dès le 2, enfin, je veux dire, non, c'est pas c'est bien. C'est pas ça qu'il faut dire, pardon. C'est, est-ce que dès le 2, il y a un intérêt qui grandit, tu vois? Moi, je trouve qu'effectivement, c'est dans le 2 que ça commence à grandir. Ça se confirme sur le 3. Voilà. En gros, si tu veux, c'est très figé au début. Ça se passe sur une zone, le temps de présenter les personnages et un peu l'univers. Mais après, ça se transforme un peu en road movie. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Très bien. Bah voilà, tout ça pour dire que Orient, c'est très bien. Donc déjà, lisez le manga en attendant l'animé. Est-ce que le tome 1 est pas intéressant du coup? Mais non, c'est pas ça. Non, mais Tarte au citron, faut pas l'écouter. Moi, j'ai pas accroché au tome 1, mais regardez, dans le chat, j'ai une amie, elle a lu le 1. Le 2, elle a pas accroché quand même, mais je vais quand même tenter. Voilà, c'est mon défi de 2021. Vous êtes là, vous notez, on prend note. Il y a une trace vidéo. Caroline ira plus loin. Je vais au moins aller jusqu'au... Je sais que j'ai le 2, mais est-ce que j'ai le 3? J'ai peut-être le 3. Jusqu'au 3. Si j'ai le 3, je vais jusqu'au 3. On fait ça, d'accord? Et tu as lu Maggie sinon? Oui, le tome 1. Ils sont tous chez Kurokawa, n'hésitez pas, ça vient de terminer. En plus, achetez-les tous d'un bloc. Moi, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. C'est une très bonne série. Il y a un animé aussi de Maggie d'ailleurs. Il y a un animé, et d'ailleurs, il y avait beaucoup de sel sur les réseaux quand ils ont annoncé Orient, parce que les Japonais étaient là. Elle est où la saison 3 de Maggie, les mecs? Il y en aura pas. Il y en aura sûrement pas. Il y en aura sûrement pas. En tout cas, merci d'avoir transmis votre passion pour cette œuvre. Maintenant, à mon tour de vous transmettre celle que j'ai pour Ladybug et Chat Noir. Non, il n'y a pas forcément de passion à transmettre ici. C'est une œuvre qui est, franchement, à mon goût, est assez incontournable maintenant, puisqu'elle arrive à toucher aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et il faut des fois forcer un peu quand on est un adulte, mais on arrive très vite à se rendre compte qu'il y a une double lecture dans la plupart des épisodes et qu'il y a une espèce de lore qui se construit au fur et à mesure et que c'est vraiment un travail incroyable qui a été fait par l'auteur Thomas Astruc, que je félicite à nouveau, même si je l'ai déjà félicité plusieurs fois par le passé. Et en fait, il faut savoir que donc cette série, alors c'est un micmac, hein, la manière dont ça a réussi à voir le jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a un peu de la Corée, il y a un peu de la France, il y a eu un peu du Japon à un moment donné. Il y a eu plusieurs pays, hein, qui sont rentrés vraiment dans la production de Miraculous Ladybug. Et alors autant l'œuvre est française, autant il faut savoir que c'est pas la France qui a eu le droit de voir l'animé en premier, c'était la Corée. Nous on l'a eu après la Corée, si je ne me trompe pas dans mes souvenirs. Et donc parmi les pays qui ont eu accès donc à cet animé, il y a donc depuis pas si longtemps que ça finalement le Japon. Et du coup ça a été le moment où du coup on a vu popper partout sur les réseaux sociaux des fanarts dans tous les sens, les conventions pour du coup les artistes qui font alors de la, on appelle ça des produits dérivés ou des doujinshi en dérivés d'œuvres occidentales. Il y a des conventions spécialement pour ça. Ça a popé de ouf, énorme succès. Déjà que ça avait un succès phénoménal en Corée puisqu'il y a carrément eu des conventions spéciales Miraculous Ladybug. Là voilà, le Japon commence à prendre, voilà, ça c'est la sauce monte. Le truc. Voilà. Et du coup ça a pris le temps un petit peu, mais ça allait finalement assez rapidement. D'ailleurs je vous ai même pas mis les images du générique qui sont exactement les mêmes dans tous les pays du monde, mais juste. Et le opening est tellement bien en japonais. Ouais, non franchement il est très bien, mais je l'aimais beaucoup déjà en français aussi. Et en fait donc la grande nouvelle qui a été annoncée depuis pas très longtemps, c'est qu'il va y avoir une adaptation en manga, une vraie adaptation en manga avec des artistes japonais. Et la prépublication va se faire dans un magazine que nous aimons bien ici, à savoir le Monthly Shonen Sirius, qui est un magazine dans lequel il y a qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en off, on en a parlé. Dans le Sirius il y a les brigades militaires, oui, c'est ça. Il y a Slime, il y a Yosakure Quartet. Donc il y a quand même pas mal de trucs déjà. Il y a pas mal de séries qui sont assez intéressantes et du coup ça peut lui donner un petit peu une idée du ton que pourra avoir du coup la série en version papier au Japon. Par contre, j'ai pas trop d'indications sur qui sera au scénario, est-ce que c'est toujours Thomas Astruc ou pas, mais j'ai cru lire quelque part sur internet que ça allait être de la banale adaptation de l'animé, mais j'ai pas, ça va vraiment à prendre avec des pincettes, hein. J'ai pas les preuves noires sur blanc que ça sera vraiment ça, mais quoi qu'il en soit, pour moi ça reste une excellentissime nouvelle parce que je trouve que c'est un univers qui s'y prête énormément
Je trouve que ça peut rendre vraiment bien. Et puis en plus, de se dire qu'au départ, il y avait le Japon qui était vraiment dans le projet, mais qu'après, finalement, il ne l'était plus. De se dire qu'il y a quelque chose qui se fait quand même au Japon, qui va naître au Japon pour cette œuvre-là, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, sincèrement. Et bravo Disney Channel, qui fait le job, mais comme un psychopathe pour vraiment diffuser l'œuvre la plus possible. En même temps, ça leur fait de l'argent. Hein. Aussi, c'est un fait, mais du coup, ils sont extrêmement bons en com, et je pense que quand même, ça a beaucoup joué. Le fait que Disney diffuse autant Ladybug, que ce soit en publicité, etc., ça a beaucoup joué. Ils sont très très forts là-dessus. Et vraiment, c'est trop bien. Je pense que c'est un des meilleurs, on va dire, partenariats que la série pouvait faire. Vraiment, c'est Disney. Au Japon, c'est sur Disney Channel, sur Disney+, c'est partout. Tu vois, donc c'est assez facile d'accès et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Une moins bonne nouvelle. Oui, pardon, tu voulais rajouter un truc? Oui, moi ce que j'espère, c'est qu'on aura le manga en France, en fait, parce que il y a plein de gens qui étaient déçus de ne pas avoir un animé en 2D quand ils avaient annoncé le trailer il y a des années. Et tu en fais partie. Et finalement, du coup, on va avoir un manga, donc c'est quand même pas mal. C'est déjà bien. Je pense qu'il y a des chances que ça puisse arriver. C'est mieux que les albums Jungle Prod là où ils sortent les touche pas à mon poste et les pompiers, quoi, effectivement. On est d'accord. Quitte à être adapté, c'est quand même plus sympa d'avoir un manga, effectivement. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances que ça puisse arriver. Je veux dire, l'œuvre à la base, elle est française. Oui, c'est assez populaire en France. Ça mettra peut-être du temps. Quelqu'un capitalise. Allez, chez Nobinobi, on y croit. Ça serait cool, tiens. Il est en train de poser ses billes, t'as vu? Faites vos paris maintenant, on va faire des prédictions. Donc voilà, ça c'était plutôt une bonne nouvelle et on va passer à une moins bonne nouvelle avec Fumble. Oui, une triste nouvelle parce que le manga Somalie et l'esprit de la forêt va se terminer probablement au tome 7, puisqu'on est au tome 6 actuellement en France et au Japon, chez Komiku. C'est d'autant plus triste qu'il s'arrête pour une triste raison qui est la santé de l'auteur qui se dégrade au point où il est obligé de simplement arrêter la série. C'est à peu près la nouvelle en entier. Quelle ambiance. C'est une grosse ambiance, surtout si on repense un petit peu au sujet du manga. Ah oui, en plus, quand on regarde le manga. Ça parle dans un univers fantasy, c'est un golem gardien de la forêt. Attends, tu veux dire qu'il parlait de lui-même, en fait? Le golem, c'est lui? Bien, oui, puisque c'est un golem qui va aider cette fille à retrouver la civilisation humaine. Encore, on ne sait même pas s'il existe encore, mais il va l'emmener pour retrouver les humains avec une histoire à plusieurs aventures. Mais lui, sa santé se dégrade aussi. En fait, ses jours sont comptés. Donc, au fur et à mesure, il devient de moins en moins... il a des problèmes physiques, d'intégrité même, on va dire. Et du coup, si on fait le parallèle, c'est un peu chaud, quoi. J'espère que c'est pas basé sur lui, sinon c'est un peu triste. Mais, ça donne une lecture toute nouvelle à la série, en tout cas. Oui, j'espère que c'est pas ça. En tout cas, il va probablement pouvoir au moins essayer de finir sa série, essayer de donner une fin. Je pense que c'était une série un petit peu à rallonge, parce qu'on voyait pas vraiment le bout venir. On voyait pas quand exactement il pourrait retrouver les humains et s'il les retrouverait. Il restait quand même pas mal de temps au golem justement pour accomplir sa quête. Mais on va voir s'il arrive à faire une fin correcte, digne de son œuvre. Voilà. L'animé était mignon pour ceux qui l'animé était magnifique, surtout que le réalisateur, qui était un nouveau réalisateur, a voulu faire tous les décors à la main. C'était beau, ça c'était super vraiment très beau. L'animé est toujours disponible, si je ne me trompe pas. Il est sur Crunchyroll. Oui, on peut toujours déjà voir ça. Voilà. Donc, par contre, on n'aura peut-être pas de suite, à moins qu'ils reprennent plus tard si sa santé s'améliore. En tout cas, surtout qu'il s'occupe de lui et qu'il ne fasse pas des bêtises. D'accord. Écoutez, c'est effectivement une triste nouvelle. Je me dis, c'est presque méta, parce que la news d'après, c'est les brigades immunitaires. S'il avait peut-être un meilleur j'étais là genre waouh. Mais bon, c'est une triste nouvelle aussi en un sens, puisque c'est également une fin. Mais oui, alors c'est une fin, mais pas dans les mêmes circonstances. Non, c'est différent. Voilà. Mais du coup, je me suis dit, l'auteur a découvert qu'il était une plaquette en fait, donc il doit s'arrêter pour rejoindre son système immunitaire à lui. C'est pour ça. C'est horrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc effectivement, oui, les brigades immunitaires, ça se termine, voilà. Donc ça sera peut-être cet automne du coup, de ce qu'on avait compris. Donc on a la saison 2 qui arrive là en animé en janvier. Je sais pas si elle va pas commencer cette semaine d'ailleurs. Il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est pas la seule série qui s'arrête, les brigades unitaires. D'ailleurs, il y a Code Black qui va s'arrêter aussi. Donc les brigades unitaires Black chez Pika aussi.
qui va s'arrêter en 8 tomes. Donc je trouve ça marrant parce qu'en fait, du coup, le spin-off, il aura duré plus longtemps que la série principale. Ouais, mais ça a du sens. Un corps en bonne santé, tu veux faire quoi? Alors qu'un corps qui va pas bien, il y a le côté feel-good de la série, c'était mignon, voilà, il y avait de l'ambiance, c'était marrant. Après, il y a plein d'autres spin-offs qui sont toujours pas terminés. Il y a les plaquettes, il y a les lymphocytes killer T. Et tous les spin-offs sont faits par le même artiste. Tous les spin-offs sont faits par le même artiste. Non, c'est ça, c'est des différents artistes. C'est tous assez différents. Et même, je pense que le concept a été effectivement décliné en plein de versions différentes. Mais jamais le même artiste et pas toujours non plus le même responsable des sujets médicaux en fait derrière. Mais du coup, on a dit, les brigades immunitaires, a priori, ce sera en 7 tomes, puisque le dernier chapitre va du coup tomber là sous peu, comme tu disais, en janvier. Par contre, le sixième tome sort au Japon en février, un truc comme ça. Du coup, c'est nickel, parce que du coup, les brigades militaires s'arrêtent, et il y a Miraculous qui rentre dans le même mag, et voilà. Sachant que Carte au citron n'a pas tort, le one shot, enfin pas le one shot, mais les derniers chapitres sont consacrés au Covid. Oui, c'est vrai. Fait. Il y a vraiment le Covid dans les derniers chapitres. Mais comme je le connais et qu'il a balancé ça sans savoir que les derniers chapitres étaient liés au Covid, il avait complètement tort. Honte à toi, Tarto. Oui. Oh non, il savait pas vraiment. Bah non, mais je c'était sûr qu'il savait pas. Tu connais bien. Putain. Ah ouais, non, c'est pas une blague. Là, pour le coup, c'est très sérieux. Il y a vraiment le Covid. C'est très très sérieux. C'est vraiment le Covid. Mais maintenant, il sait qu'il peut écrire des mangas lui aussi, tu vois. Ça lui a donné un espoir et un rêve. N'abandonne jamais. Il a un rêve. En tout cas, voilà, on a les 2 séries qui se terminent, mais fort heureusement, il y a les animés qui arrivent, mais on en parlera tout à l'heure. On enchaîne avec Thunder. Thunder est une news qui n'est pas forcément une news qui devrait ravir tout le monde, mais alors lui, ça le fait marrer. Ça me fait rire aussi. Ça nous fait tous rire. Ils sont tous morts de rire. Déjà, ce qui me fait rire, c'est que tu m'as redonné les news sur le plagiat de Tokyo Babylon. Tu m'abonnes à toutes les news. Il y a un vrai suivi, c'est bien. C'est vraiment, on est spotlight, quoi. Il y a un contenu de fond qu'on est en train de travailler sur cette histoire. Je suis très content. Oui, Tokyo Babylon 2021, donc série qui doit sortir en 2021 et qui est une réadaptation du manga des Clampes, Tokyo Babylon, devait sortir, je crois, au printemps de cette année. Normalement, c'était prévu pour le printemps. Et à cause d'une histoire de plagiat dont on avait parlé au mois de décembre dans le Cri du Mochi, où il me semble que c'est même moi-même qui en avais parlé. Tout à fait. Où, entre autres, les deux tenues que vous voyez là, qui sont deux des tenues des jumeaux héros Subaru et sa sœur, je ne me rappelle plus le nom, avaient été repris en fait de photos de magazines ou de poupées japonaises ou d'autres choses, et en fait ils n'avaient pas checké les ayants droit si c'était dispo ou pas ces costumes. Faut savoir que c'est une pratique qui se fait beaucoup, hein. Ça en revanche c'est pas un truc en mode les mecs n'ont pas de talent de base, parce que plein d'animés, plein de séries reprennent des fois des images de magazines pour s'inspirer en termes de vêtements, en termes de stylisation. En général, en revanche, il y a des avocats et des mecs qui sont là pour checker s'ils ont le droit de le faire ou pas. Là, ça n'a pas été fait, donc faut plus taper sur les doigts de Tanaka-san le comptable que de Tanaka-san le préposé au costume. Tanaka-san. C'est le nom japonais par définition. C'est mon équivalent d'un Jean-Kévin, tu vois. Ouais. C'est l'équivalent de ma Jacqueline, j'ai compris. Exactement. Et bon, du coup, à cause de cette histoire de plagiat, déjà, le trailer a été enlevé de toutes les plateformes. Donc vous ne le verrez plus. Enfin, vous cherchez un peu, vous le trouvez vite, mais vous ne le trouverez plus en tout cas sur tout ce qui est YouTube et ce genre de choses. Et surtout, ça a été repoussé à une date toujours inconnue, mais j'ai marqué, mais j'espère pour eux, toujours en 2021, sinon le titre a encore moins de sens qu'avant. Voilà. Mais oui, c'est vrai, puisque c'était tout le problème. Pour 2021 et puis... C'était tout le problème, purée. En 2022. Alors non, croiser les doigts. Qui demande comme c'est une nouvelle version, c'était pas comme ça avant. Et non, c'est pas du tout comme ça avant. C'est une relecture de Tokyo Babylon qui se passe à notre époque parce que pourquoi pas, parce que non, faut pas faire ça, tout simplement. On a demandé à Clamp ce qu'elles en pensaient, on leur a demandé, on sait pas. Non, personne les a embêtées, mais parce que je pense qu'elles s'en foutent un peu. Elles sont au-delà de ça, le drama les concerne pas, tu vois. C'est pas elles qui ont créé ces designs-là. Elles sont en train de négocier pour pouvoir écrire la fin de X, laisser tranquille. Je pense qu'elles ont laissé tomber. En vrai, je crois qu'elles avaient dit dans une interview qu'elles ont un peu lâché l'affaire et que maintenant.
Si un jour c'est jouable, why not? Mais il y a trop de temps qui a passé, il y a trop de trucs. En plus, pareil que Tokyo Babylon, le truc, c'est, on va pas rentrer dans une analyse des clampes, mais beaucoup de leurs œuvres pré-2000, elles ont cette vibe fin du monde. Millénariste. Totalement. Ouais, mais il y a vraiment ce truc genre l'esprit de Paco Rabanne flotte au-dessus, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Non, plus sérieusement, on sent qu'il y a un truc qui est lié à l'époque dans laquelle elles ont écrit, dans les années 90, qui était qu'on pouvait ressentir un peu partout, parce que par exemple, le genre musical, le grunge, dont Kurt Cobain était l'une des égéries, ressentait un peu ce spleen aussi de fin du monde. Et les Clamps n'ont plus jamais été la même en termes d'écriture après cette époque-là. On le voit, c'était différent. C'était pour moi toujours aussi quali. Après, là, c'est pas un jugement de valeur, mais c'était plus la même façon d'écrire. Et c'est pour ça que refaire Tokyo Babylon maintenant, je ne pense pas que ça soit très concluant. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde va mal et on est dépressif, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. C'est compliqué, mais bon. Elles ont anticipé le Covid, c'est pour ça, mais elles ne savaient pas. Enfin, elles ne savaient pas. La prod ne savait pas. Elles auraient dû demander aux brigades immunitaires, hein, d'ailleurs. Elles auraient dû tout de suite. On va mélanger toutes les séries ensemble, c'est pas possible. Bah, c'est comme ça. Bah, Tsubasa Chronicle, hein, voilà. Mais oui, je te crée du lien. Je te crée du lien entre les news, Caro. Voilà, bah là, il n'y a pas de rapport vraiment avec Clamp, mais on vient sur une licence qui existe depuis un petit moment aussi et qui va enfin arriver à son terme, on l'espère. Ah bah. On parlait de spleen en plus, là, tu vois, on y est. On est au-delà du spleen, là. Normalement, c'est au-delà. Karaoke Mugen. Si tu veux chanter en pleurant, c'est dans ta douche, ce n'est pas là. Mais non. Voilà, c'est la fin d'Evangelion, c'est incroyable. Après quoi, 25 ans, presque 30 piges d'Eva d'attente, 10 ans. 25 ans. Et combien d'années de psychanalyse? On ne sait pas. 3 et 4. C'est ah là. Et du coup, ça y est, les Japonais vont l'avoir. Alors c'était prévu pour l'an dernier à la base, mais bon, avec le Covid, tout a été décalé. Oui. Parce que à la base, on était tous allés faire des plans. Allez, on va avoir Evangelion 4.0 à Annecy, et forcément, non, pas de bol. Mais finalement, si Evangelion, ça va vraiment se finir, et c'est la fin d'un running gag qui a duré beaucoup trop longtemps. C'est un peu triste d'ailleurs parce que on va sans spoiler Evangelion, parce que je pense qu'il y a des gens qui peut-être ne l'ont pas encore vu, et c'est toujours le moment de attraper Evangelion, surtout qu'on l'avait annoncé dans un précédent Mochi, mais le manga va ressortir dans une Perfect Edition. Oui, ça fait plaisir. Donc il y a Evangelion n'est pas mort, mais en revanche, il est vrai, ça on peut l'avouer, que il y avait une vraie critique de beaucoup de choses dans la série originale qui n'a pas été comprise par son public d'époque. Et si je devais vaguement résumer, il y avait un délire comme quoi peut-être qu'il faut que les otaku réfléchissent à leurs conditions d'otaku et de fans d'animé, ce qu'ils n'ont pas compris du tout. Ils se sont plus demandé, tu préfères qui, Asuka ou Rei? Ah non, moi je préfère Gendo, j'adore les lunettes. Ah ouais, t'as raison. Donc du coup, il avait fait un film, The End of Evangelion, qui devait un peu remettre les points sur les i. Ouais. Et ça n'a pas marché. Parce qu'après, tu trouvais des clubs de golf Evangelion et les balles qui vont avec. Donc, il s'est dit, bon, ça n'a pas marché. Et il y a une rumeur comme quoi cette série qui est présentée à la base plus ou moins comme une réécriture d'Evangelion. Reboot, réécriture. Il a jamais, je crois, utilisé lui-même le terme reboot. Non, il a dit réécriture. C'était Rebuild of Evangelion. Voilà, et Rebuild, tout est dans le terme. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais le quatrième et dernier film, il y a une rumeur comme quoi il apporterait peut-être un truc définitif sur l'ensemble de l'œuvre et pas que la fin de cette saga de films. Voilà, sachant que le film 4.0 du coup s'appelle Thrice Upon a Time, donc troisième et rebelote, donc film le rebuild, et voilà, donc on est à la fin. Ça sort donc le 21 janvier chez les Japonais. Chez nous, on sait pas. Moi honnêtement j'espère que Daibex va aller choper Eurozone en scred en lui disant ouais, on a fait un plan avec Akira pour le ressortir en salle, est-ce que tu voudrais pas sortir Evangelion 4.0 en salle? Mais bon, quand tu vois la situation sanitaire plus l'état des salles et le fait que les éditeurs ils sont depuis des mois, ça semble très très mal parti. Et tout ce qui est cinéma, c'est compliqué là, ouais. Faut pas... déjà, Eurozoom a fait quand même beaucoup de choses pour sortir des films au cinéma le plus possible. Ils ont vraiment tenté. Jusqu'au dernier moment, Jusqu'au dernier moment, ils ont balancé des trucs. Et ils ont balancé même des coffrets encore vidéo pour Noël. Il y a la trilogie Taisho qui est sortie pour Noël. Si vous n'avez pas vu, c'est une trilogie de films live, mais qui est très bien. Je la recommande. Tout à fait.
Donc oui, effectivement, on ne sait pas. Moi, j'aimerais beaucoup que ça se fasse, mais j'y crois pas. Après, honnêtement, je me dis, avec de la chance, si Annecy se fait, on aura Eva à Annecy. Bon, ça serait bien aussi, mais j'y crois pas non plus. J'y crois pas trop, non, j'y crois pas trop. Mais bon. Sachant que Anno, en plus, là, je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, je pense qu'il y en a qui ont suivi. Le studio Kara a mis un point final Evangelion, et je pense que là, effectivement, ça vient clôturer le truc. C'est que là où on peut se dire qu'il n'y aura pas de suite à tout ça, c'est qu'ils ont mis à jour leur politique de droit autour de la licence, et que, entre autres, ils ont mis des points sur les i sur les dérivés autour de la licence, et notamment la production amateur. Et le porn Evangelion, c'est fini, hein, voilà. Ils l'ont dit en décembre, ça a fait un tollé au Japon. Ils étaient là, waouh, mon Dieu, on pourra plus dessiner Rei et Asuka à poil. Ben oui, vous avez pas oublié, c'était des mineurs, hein. Voilà. Mais ils pourront toujours dessiner Pen Pen le pingouin tout nu. Toujours bien ça aussi. Pen Pen le pingouin, ça ils peuvent. Pour les fans de Beastars, on peut faire un petit crossover Legoshi Pen Pen, ça peut le faire. Et comme ça rentre en plus dans le BL Café, tu vois. Non. Je te fais des liens. Ça ne rentrera pas. Enfin, je veux dire, ça ne rentrera pas dans le BL Café. Il y a un manga avec un pingouin. C'est une femme qui trouve un pingouin dans son frigo et qui se retrouve à vivre avec un pingouin. Si jamais ça t'intéresse de chercher ce titre. Non. Moi, j'ai pas un kiff sur les pingouins, je dois bien l'avouer. Écoutez, merci pour toutes ces infos sur Evangelion. Voilà. Et effectivement, c'est un très bon rappel. Ces jeunes filles. Oui, vas-y, t'as une date à donner aussi. Ah, mais oui, c'est juste derrière. Je me disais, mais en fait. C'est juste derrière. Oui, c'est juste derrière. Donc on enchaîne parce que du coup, ça fait des années qu'on attend une sortie des Blu-ray Eva parce que il y en avait pas même au Japon. Et effectivement, ça y est, ça va sortir. Donc c'est en Espagne que l'info est tombée. Que le studio lui-même, donc c'est le Japon qui va s'occuper des Blu-ray même chez nous. Donc ils vont travailler avec Selectavision en Espagne et c'est sûrement eux qui vont distribuer les copies au reste de l'Europe. Donc normalement, le travail va être fait et il va être bien fait parce que ça va être Kara et Hideaki Anno derrière. Donc normalement, travail nickel. Par contre, pour savoir quand, on ne sait pas. Daybex a rien dit sur le sujet pour l'instant, mais c'est sûr que ils vont clairement pas cracher sur Evangelion parce que les Blu-ray, si les gens ils annoncent Eva, je pense que ça va bien se vendre, hein. C'est comme surtout qu'on peut le dire quand même que Daybex ils essayent un minimum de soigner Evangelion hein, quand ils en sortent un en général. Chaque fois qu'il y a un Blu-ray d'un des films, ils le sortent, tu vois. Voilà, ils le sortent bien. Il y avait une collector qui était très propre et qui maintenant sont hors de prix. Si jamais vous avez les premières éditions de la 1.0 translucide, elle coûte 100 balles sur internet maintenant. Faites-vous de la thune si vous la voulez plus. Oh, hors de prix, je m'attendais à bien pire, pardon. J'ai vraiment. Hors de prix, 100 balles. Plus. Non, mais ça va, ça reste étonnamment plutôt honnête par rapport à d'autres trucs que je connais. Un coffret avec les 4 films, moi j'y crois pas mal aussi, effectivement. Oui, ça clairement. Ça c'est clairement. Mais par contre, la ressortie de la série d'époque, ça sera bien. Par contre, maintenant la question c'est de savoir s'ils pourront le faire maintenant que Netflix peut la diffuser sur Internet. Et ça, je sais pas. En France, pour la chronologie des médias, tu veux dire? Ouais. Après, c'est une question de droit, mais en soi, Daybex, ils ont les droits. En fait, c'est plus Netflix qui serait floué qu'autre chose. Ça veut dire que si jamais ils le sortent avant que les coffrets DVD n'arrivent, je crois en termes de droit, ça peut passer. Mais dans tous les cas, c'est pas Daybex qui aura des soucis à ce niveau-là, vu qu'ils ont les droits physiques. Donc ils sortent s'ils ont envie de le sortir, en fait. Voilà. Donc normalement, on sera pas emmerdé de ce côté-là. Normalement, non. Je pense que l'édition sera très soigné. De toute façon, chez Daybex, quand il y a un collector, c'est toujours très propre et très très beau. Hein. Voilà, il n'y a rien à redire. Et une fois que Evangelion sera terminé, Anno pourra enfin passer à autre chose et faire son film Ultraman qu'on attend aussi. Voilà. Moi j'ai cru qu'il allait faire une nouvelle psychanalyse, non. Faut que je te l'apprennes, du coup, il est en cours sans lui. Je suis désolé. Et du coup, forcément. Il est juste un peu producteur au-dessus, mais il a un peu co-scénarisé, je crois, mais je crois pas, moi. Normalement, c'était son rêve quand même. S'il peut pas le faire, ça serait triste. Il le fera une autre fois. Il peut. Enfin, je veux dire, il est pas au bout de sa vie maintenant, tu vois. Il y a le temps, non? Je crois qu'il en a marre. Hein. Il en a marre. On va peut-être continuer le déroulé de notre émission, mais on a un ami commun avec Isekai, Kiraboship, qui lui a la conviction personnelle que Anno, dès qu'Evangelion est terminé, il arrête sa carrière en fait. Genre il part en retraite en mode c'est bon, j'ai donné tout ce que je pouvais. Maintenant démerdez-vous humanité.
Démerdez-vous, humanité. Ok. Ouais, je pense qu'il a raison. Eh ben, j'espère qu'un autre grand... Alors, c'est pas un réalisateur, c'est un auteur, mais il va pas faire la même chose parce que Horikoshi, j'aime bien ce qu'il fait. J'accroche plutôt bien. My Hero Academia, c'est une incroyable nouvelle qui n'ira que comme ça, d'ailleurs. Hein. Je ne pense que ça n'ira qu'en grandissant. 30 millions d'unités vendues pour le manga My Hero Academia au Japon. Hein, ça ne compte pas les ventes mondiales, uniquement celles voilà, au Japon. Et donc, il a fait... alors, c'est pas Horikoshi qui a fait un message sur Twitter, c'est tout simplement le compte officiel de My Hero Academia pour remercier les gens du coup de leur fidélité à la série, d'être encore là et de permettre de dépasser ce palier symbolique qui est quand même plutôt sympa parce que c'est honnête, hein, c'est à peine un quart de l'année de Demon Slayer. Cela suffit, monsieur. Parlons des mangas avec des ventes normales, s'il vous plaît. Hein, arrêtez de partir dans des horizons inconnus. C'est un ovni, c'est un ovni Demon Slayer. Rien n'est comparable à Demon Slayer. Non, c'est la nouvelle norme maintenant. S'ils font pas 80 millions dans l'année, c'est un problème. Normal. Tu vas voir, ça va élaguer beaucoup de séries. Hein. Ça va écrémer. Mais il y aura plus aucune série en dehors de Demon Slayer, c'est le problème. Ah ouais. Bah mince, il reste pas grand chose. Non. Et merde, ouais. Alors il y a le tome 29 justement qui vient de sortir au Japon il y a pas longtemps. Alors je ne fais pas partie des gens qui se mettent à faire des millions de théories par rapport au dernier chapitre sorti parce que du coup grâce à l'application Manga Plus évidemment on peut suivre les derniers chapitres en date au Japon de manière tout à fait légale et ça c'est bien. Et du coup je sais qu'il y a vraiment des gens, mais même des youtubeurs et tout, qui font des vidéos où ils sont là en train de psychoter sur « Ah, mais en fait, le vrai sens de ce truc-là, c'est ça !» Et je suis épatée. Alors, j'ai, comment dire, un peu écouté certains échos, mais seulement certains parce que je voulais pas me faire vraiment spoil. Parce que du coup, moi, je suis l'animé, c'est encore pire que tout. Je suis tellement une fausse fan, c'est incroyable. Mais du coup, je crois que je ne suis pas au bout de mes surprises. Il y avait beaucoup de gens qui espéraient voir une saison 5 bientôt de My Hero Academia, mais je crois qu'avec l'annonce du film qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, ça risque d'être un peu retardé, à moins que le studio meure et décède, donc en faisant un film et un animé en même temps, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Mais en tout cas, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a donc le coffret collector du 27e tome qui va sortir en France très bientôt. N'hésitez pas à aller le réserver auprès de votre libraire. C'est vraiment un très bel objet avec des petits goodies très sympathiques à l'intérieur. Je vous ai mis les deux. Du coup, il y a la cover en japonais du tome 29 qui vient de sortir au Japon. Et donc le 27, donc sa petite boîte, vous voyez, de chez Kiyun. On n'est pas très loin derrière le Japon. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on garde un certain rythme et qu'on va du coup les rattraper assez rapidement quand la série sera terminée un jour. Mais de ce que j'entends dans les échos sur le net, etc., il y a des moments où on se dit « Oh mon Dieu, c'est peut-être bientôt la fin !» Ah bah non, pas du tout. Enfin, tu sais, ça monte, ça descend. C'est les montagnes russes émotionnelles auprès des gens. Déjà, moi je me souviens d'il y a 2-3 ans, il avait fait une interview où il disait qu'il voulait que My Hero dépasse pas les 30 ou 40 volumes. Alors 30 c'est râpé. Et 40, il lui reste 10 tomes pour terminer. Il lui reste 10 tomes pour terminer. Je sais pas s'il va y arriver, tu vois. Ou alors il finit et après il fait My Hero Academia année 2 et là il nique le système. Allez hop, il fait regardez, je vous l'avais dit. My Hero Academia, ça faisait que 30 volumes, je vous l'avais promis. Alors oui, on est en train de dire sur le chat que la saison 5 de l'animé arrive cette année, et oui, effectivement, c'est le cas, hein. C'est Bones qui s'en occupe toujours. Attends, tu sais pas s'il n'y a pas un Covid 2021 qui va débarquer, hein. Moi, je ne fais plus confiance aux dates. Mais, elle est en production, en tout cas, donc elle est déjà planifiée. Le film, il a dû commencer aussi, s'il est prévu pour l'été, ils ont déjà dû commencer. Parce qu'un film, c'est quand même plus long à faire qu'un animé. Le film, c'est plus long. Ouais, alors vu la qualité de finition des films, c'est peut-être pas forcément plus long à faire. Hein, cela suffit, décidément. Le film 2, il était super. Veuillez vous taire, monsieur Leclerc. Ah, mais je parle de la technique, je parle pas de l'écriture. Ah non, mais je parle même pas que de l'écriture, moi je parle même du design. Le design, c'est celui de la série animée. C'est l'animation, je suis d'accord avec toi. L'animation était très bien. Sur le 2, en tout cas, c'était vraiment très sur le 2. Le 1, on n'en parle pas. Non, le 1, on n'en parle pas. Mais par contre, du coup, ceux qui ont des espoirs. Comment Fumble, qu'est-ce que tu dis? Non, je suppose que le film sera une suite directe de l'anime et que ce sera pas un spin-off. Vu Demon Slayer, je serais pas étonné qu'ils choisissent cette voie-là. Je suis pas sûr, moi, franchement. Je pense pas parce que c'était quand ils ont annoncé le film, le film de Demon Slayer n'avait pas fait ces records-là. Oui. Aussi, il était déjà bien avancé. Hein. Quand il y a eu l'annonce du film, la toute première annonce, bon bah alors oui, alors.
On verra bien. On verra bien. C'est des choses qui se prévoient à l'avance, donc peut-être. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait. Le truc, c'est que Demon Slayer, ça marchait aussi parce que c'était un arc très très court, tu vois. Il faudrait qu'ils adaptent un arc méga court. Du coup, la saison 5 se terminerait pour enchaîner supposément sur le film dans sa continuité, quoi. Ça serait une idée, mais honnêtement, j'y crois pas. C'est là que toutes les grosses licences se mettent à faire ça. Tout le monde va faire. Non, mais regarde, Demon Slayer, ça a trop bien marché. Allez, on fait pareil. Peut-être qu'ils ont lancé une mode. Par contre, le studio, il est sur plein de trucs en même temps. Il a la saison 5, il a le film, il a une production originale qui parle de Godzilla qui sort en avril. Donc là, s'il y a des gens qui s'attendent à ce que la saison 5 soit bien réalisée, vous y attendez pas parce que ça va être comme la saison 4. Ça va être un autre. Non, la saison 4 est pas dégueulasse. Non. Mais sinon, en fait, je coupe court à votre débat. Lisez le manga. Lisez le manga, bien sûr, évidemment. C'est très bien. Mais voilà, en tout cas, ils réservent toujours le réalisateur principal de la saga pour les films, parce qu'ils veulent que ce soit propre et tout. Et en général, l'adaptation du manga, elle est reléguée à un réalisateur d'équipe B ou d'équipe C, et du coup effectivement le studio a très peu de temps, sachant que peut-être qu'ils vont bosser sur un tout petit OAV sur Mob Psycho histoire de terminer, on sait pas, donc voilà. On a un Sakuga sur toute la saison, voilà. C'est pas mal. Regarde Caro, c'est ce que tu peux faire, sinon tu peux les avoir. Et tu sais que je les ai tous à la maison, je les ai tous. Et lui, là, le 27, il va arriver à la maison aussi. J'ai le même à la maison. J'ai tout pareil, j'ai tous les volumes. Tu n'as aucune excuse. Le temps, tu préfères quoi? Que je me mette à lire My Hero Academia ou Orient? Mais tu ne liras pas Orient. Oui, My Hero Academia. Mais qui les bâtards? Je préfère que tu lises My Hero Academia et que tu te rendes compte que l'animé, c'était pas si ouf que ça. Il y a des très belles scènes d'animation dans l'animé, au moins jusqu'à la saison 3, par contre. Alors je regarderai une très belle compile YouTube des meilleures scènes de l'anime. Les Sakuga, voilà, exactement. J'espère qu'il y aura des Sakuga d'ailleurs dans la saison 4 de Agretsuko. Non, je blague, évidemment, il n'y aura pas de Sakuga. Il n'y a pas besoin de Sakuga dans Agretsuko, n'est-ce pas, Fumble? Mais oui, de toute façon, en plus il y en a de temps en temps. Mais oui, la saison 4 a été annoncée à Noël. Merci Netflix pour ce petit cadeau de Noël qu'on n'attendait pas forcément. Mais si. Oui, enfin. Non, mais on l'attend, mais on s'attendait pas à ce que ça sortirait. Bien sûr, on n'a pas de date, c'est bientôt. Donc, avec Netflix, ça veut tout et rien dire. Et puis, on va retrouver Retsuko et tous ses petits malheurs et tous ces petits bonheurs qu'elle a ratés parce qu'elle les a pas vus passer devant elle. Il va me dire. Moi, je suis là pour Handa-kun, moi, je suis que pour lui. Oui, tous les autres personnages qui sont... Alors, tiens, justement, je voulais en parler, parce que c'est le bon moment, vu que la news est assez courte. Qu'est-ce que c'est, ce problème avec les couples et les familles dans Agretsuko? C'est-à-dire que, c'est des personnages de Sanrio. Ils ont plein d'histoires de romances adultes entre espèces différentes, mais dès que c'est une famille, c'est de la même espèce. Ah oui, j'avoue, parce que la maman de Retsuko, c'est même Pandaru aussi, effectivement. Voilà. Mais on n'a jamais vu son père. On n'a jamais vu son père. On n'a jamais vu son père. Mais t'as la famille cochon, du patron. T'as la famille hippopotame, mais t'as pas des familles mixtes. Avec et qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Et ça, est-ce qu'on le saura un jour? Moi, j'ai pas regardé Agretsuko, mais je te dirais que dans Beastars, tu as une réponse à ça. Ils te disent clairement quand t'es jeune et que t'es célib, t'as le droit de batifoler, mais quand il faut fonder la famille, tu vas avec ton espèce. Mais pourquoi? Parce qu'après, c'est pas compatible génétiquement ou... Alors dans Beastars, on va pas spoiler. Pardon. Dans Beastars, non, mais dans Beastars, il y a aucune raison à part le fait qu'on te dit tout simplement ça ne se fait pas. Genre, un cochon, ça va avec un cochon. Quand t'es jeune, t'as l'éveil sexuel, t'as le droit de batifoler, de t'amuser. Sous-entendu, quand t'es jeune, t'as le droit d'aller voir peut-être. Si t'es un garçon, tu peux aller peut-être voir d'autres garçons. Si t'es jeune, tu peux t'amuser et découvrir ton corps. Mais quand vient le moment d'épouser et de perpétuer la race, tu vas avec ton espèce, quoi. J'ai lu tellement de Boys Love avec le même plot, c'est fou. Même les lapins d'ailleurs, tu sais, ils ont des couleurs différentes ou des races différentes de lapins, mais si c'est pas le même lapin, il va pas ensemble, tu vois. Genre, je suis une espèce rare, je vais avec mon espèce rare et je vais pas avec une random. Toi, t'es un déchet, t'es un lapin blanc de laboratoire, je m'en ai rien à foutre de toi, quoi. T'as poussé loin la réflexion, Fumble. T'as vu tout ce qu'il y a comme proposition maintenant de réponse? Non, j'ai pas vu.
Non, mais je parle de ce qu'on est en train de. Enfin, oui. Parce qu'en fait, moi, je ne lis pas Beastars. Donc voilà. Ah, parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, j'ai envie de dire, dans Peppa Pig. Dans Peppa Pig. Est-ce que c'est pas la meilleure réponse qu'on peut donner, je trouve. Oui, mais il n'y a pas d'explication au final. C'est juste on rajoute des exemples de effectivement, on n'y avait pas pensé, mais c'est partout pareil en fait finalement. Mais bon, vu le caractère de Retsuko, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, hein, vu qu'elle va probablement rester célibataire à vie, la pauvre. La pauvre. Après, le truc, c'est qu'il faut pas penser que j'ai l'impression de faire des leçons de vie. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est forcément malheureux, attention. C'est vrai. Oui. Attention. Mais ni si on veut pas faire d'enfants ou si on veut être en couple avec une autre espèce et que la reproduction n'est pas possible, c'est pas pour ça qu'on est malheureux, voilà. Exactement, voilà. Mais bon, on verra bien ce que justement, du coup, l'animé a envie de nous transmettre comme message cette fois-ci. Il y avait un message très intéressant déjà sur la saison 3, je trouvais. Et du coup, je pense que j'aimerais tout autant cette nouvelle saison qui arrivera, on ne sait pas quand. Moi, j'enchaîne sur un événement qui s'est produit à la fin de l'année. C'était... Ah non, pas du tout. Ah ça y est, c'est mon premier fail. C'est mon premier fail. Premier fail de l'année, bravo. Je n'enchaîne pas du tout. C'est toi qui enchaînes. On parle encore de Beastars. Mais en fait, j'aurais pu faire une incroyable transition. Pourquoi tu crois que j'ai parlé de Beastars? C'est exprès, je pensais que tu savais que c'était ça après, je voulais te faciliter la transition. Merci beaucoup et désolé. De rien. En fait, j'ai raté un truc sur ma tablette. Pourtant, j'ai mis exprès sur la tablette. Voilà, c'est le premier. J'espère que ce sera le dernier de l'année. Je suis très optimiste. Oui. Du coup, un nouveau manga pour Paru Itagaki, effectivement, l'autrice de Beastars, donc dont on parlait juste avant. Donc vous voyez le premier et la dernière cover de la série sur la gauche de l'image. C'est dans le manga Goraku de fin décembre qui a été annoncé qu'une nouvelle série courte de l'autrice allait arriver. Donc l'autrice, elle a partagé des illustrations tout de suite après dans la foulée sur son Twitter. Donc en précisant quand même qu'elle ne quittait pas le Weekly Champion où elle avait fait toutes ses œuvres jusqu'à présent, que là c'était vraiment une espèce d'appel. Elle avait une phase avec le Goraku et qu'elle y a répondu pour cette série courte, hein, donc c'est vraiment pas un truc très long. Je ne sais pas si c'est un one-shot, en tout cas ça va pas dépasser à mon avis les 3 ou 4 volumes de ce qu'elle a dit, elle le reprécisait plusieurs fois et le magazine l'a dit, ça va être court. Et la série s'appelle Bota Bota, ce qui est l'onomatopée de quelque chose qui coule, et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui serait un peu, je vais pas dire facile, mais en tout cas qui aime coucher avec des hommes, et en fait elle a une particularité, c'est qu'elle saigne abondamment du nez tout le temps, ce qui la rend anormale, et c'est pour ça en fait qu'elle préfère juste coucher avec des hommes que créer quelque chose de sérieux, parce qu'elle aurait du mal à trouver un partenaire qui accepterait cette nana qui a l'air toujours d'être dans la lune et qui saigne du nez en permanence, quoi. Donc voilà. J'ai feuilleté quelques pages de ce que ça donnait parce que le premier chapitre est sorti il n'y a pas longtemps. C'est du Paru Itagaki, donc c'est de toute beauté, j'ai envie de dire. Et j'ai très hâte que ça sorte chez nous. Peu importe la manière et l'éditeur, mais faites-le sortir chez nous, cette mini-série. Et ça va être super. Mais comment c'est quoi l'explication pour la poubelle? Allez regarder aussi le premier chapitre, du coup. Mais non, c'est une illustration qu'elle a postée. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Parce que et du coup, j'ai pas d'explication. Je vais pas spoiler, c'est dans la toute première page du manga, de ce que j'ai compris. Il est question d'une poubelle et de saignement de nez. Oui. Voilà. D'accord, parce que du coup, moi j'ai vu le perso foncer sur une poubelle. En gros, de ce que je comprends, de ce qu'elle a envie de raconter, ça serait surtout que le personnage principal serait un peu mis. Ça serait l'image, peut-être, ça serait une image mentale d'elle-même, tu vois. Peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. D'accord, ok. Comme elle est à part, parce qu'elle saigne tout le temps du nez, peut-être qu'elle se voit. Surtout qu'en plus, le saignement de nez est vu comme un signe d'excitation au Japon. Oui, en plus, il y a ce truc-là. Et de toute façon, tu regardes, elle a un air un peu mutin, un peu pervers, un peu coquin, qui, je pense, n'est pas anodin de la part de l'autrice, qui sait très bien manipuler. Tu vois quoi, toi? Moi, je vois une meuf qui a pas l'air d'aller bien, elle a l'air à moitié droguée, elle s'est tellement droguée qu'elle enseigne du nez. Je vois pas les mêmes trucs, mais c'est ma première impression. Voilà, c'est ma première impression en mode. En tout cas, l'oreille de coq s'est mal passé. Et non, Guillaume du Jura, je suis pas sûr que les poubelles l'excitent. Je pense vraiment que c'est plus une espèce d'allégorie plus qu'un truc très concret. Mais en tout cas, Bota Bota, ça va sortir. Ça commence au Japon là en parution, et j'espère que le temps que ça se fasse, allez, on va dire 1-2 volumes, ça sortira chez nous l'année prochaine. Voilà.
Mais j'espère aussi, je suis très curieuse de découvrir cette œuvre. Et maintenant, je vais vraiment pouvoir vous parler d'un truc qui s'est passé en fin d'année. En fin d'année, il y a eu les Team Manga Awards, qui donc sont des awards qui ont été remis à des œuvres par du coup l'émission Team Manga, qui est également sur Twitch, avec un replay pareil sur YouTube, sur leur channel. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, et ça je l'ai découvert au moment de l'émission seulement, c'est qu'en fait il y avait le choix du public et il y avait le choix du jury, c'est-à-dire qu'en fait du coup ils se réunissaient pour du coup choisir également de leur côté une œuvre par rapport à la catégorie en question, et le public pouvait de son côté également choisir. Et du coup ça faisait beaucoup de révélations en plus de la grande quantité de catégories qui étaient disponibles pour le vote, mais il faut savoir que la principale information, c'est que Jujutsu Kaisen a tout raflé, comme ça a été dit dans leur émission. C'est un braquage, les fléaux sont tous décédés. En fait, Jujutsu Kaisen a remporté déjà les prix les plus importants à mon goût, toujours décerné par le public, hein. C'est preuve pour moi de popularité de l'œuvre chez nous. Donc il y a eu le prix du meilleur animé, tu m'étonnes. Il y a eu le prix du meilleur manga, donc ça va avec la même hype, hein. C'est la hype de l'animé, je pense, qui emporte un peu aussi le manga, même si je pense qu'il est, enfin, comment dire, il est méritant quand même, tu vois. À mon goût, le manga est méritant aussi. Mais ils ont également remporté, alors j'ai pas mis toutes les images, mais ils ont remporté meilleure animation de 2020. Moi j'hésitais franchement entre Jujutsu, que je trouve très bien animé, et deux autres, mais par exemple pour meilleure animation, et ça va peut-être plaisir à Fumble, il me semble qu'il y avait aussi le choix du jury, c'était Eizouken par exemple, tu vois. Eizouken, oui, bah oui, voilà. Donc évidemment, les choix du jury étaient... Tout le monde regarde Jujutsu parce que c'est à la mode et forcément tout le monde vote pour ça, donc ça... Ouais. Ah, il a pas l'air très heureux, Caro, je crois que t'as raté. J'ai raté, mais c'est pas grave, je retenterai une prochaine fois avec autre chose. Il a Jujutsu Kaisen a également... Jujutsu, hein. Non mais moi j'ai pas de problème, moi. Jujutsu Kaisen a également remporté meilleur dessin de manga de 2020 dans le choix du public. Par contre, tout le monde est tombé d'accord, choix jury, choix public, pour le meilleur ending de l'année. Et c'est vrai que c'est un ending qui marche vraiment bien, qui reste dans la tête, que tout le Japon reprend la chorégraphie, les dessins, même les dessins sont repris. C'est franchement incroyable de voir le talent d'ailleurs même des gens pour reprendre et refaire à leur sauce. Moi j'ai vu au moins 10 versions différentes du ending, avec les personnages de Haikyuu, les personnages de Jojo, les personnages de Naruto. J'ai vu des tonnes de trucs et je me dis... jouer des fous. Oui, le talent des gens, quoi. C'est incroyable. Et il a remporté également le prix du meilleur opening. Là, pour le coup, c'est le choix du public, puisque le choix du jury se portait plutôt sur l'opening de la nouvelle saison de Love is War, qui, c'est vrai qu'il est sympa. C'est vrai qu'il est sympa. Clairement, à voter sur les deux, j'aurais pris celui-là. Ouais, Daddy Didou, clairement. Moi, je me laisse pas emporter par le Daddy Doudidou, tu vois. Moi, j'aurais voté. Enfin, d'ailleurs, j'ai voté. Dès qu'il y avait Jujutsu, en fait, j'ai voté Jujutsu, quasiment, tellement je suis emportée. Donc c'était juste pour vous dire que je suis une grande fan de cette licence, et regardez, raflage. Il n'y a plus rien, ils ont récupéré tous les prix. Sinon il y avait d'autres prix qui ont été attribués bien évidemment, où il n'y avait pas Jujutsu en concurrence, donc à d'autres séries, et je trouve que c'était vraiment bien attribué aussi. Genre meilleure édition, c'est des belles éditions, il y a eu Full Metal Alchemist qui a remporté le prix. Je trouve que leur nouvelle édition, la Perfect Edition, elle est belle. Elle est trop belle, tu vois, genre. Donc vraiment, Rien aurait pu la remporter aussi. Oui, c'est possible. Non, mais il y avait des éditions incroyables, hein, qui étaient en finition. En vrai, la finition de FMA est quand même mieux sur le papier, quoi. C'est-à-dire que le papier, enfin, c'est assez incroyable qu'ils aient réussi à sortir une Perfect avec un papier de cette qualité. Ça, c'est vrai. Pour ce prix-là, parce que je crois que c'est à 11,90. Donc ça ou 10,90 ou 11,90, c'est à moins de 12 €, c'est sûr. Donc moins de 12 € pour des tomes comme ça, avec des marquages à chaud sur la cover. Ils sont très fins. Enfin, vraiment, le travail, il est incroyable. C'est incroyable. Donc je vois pas quelle autre édition aurait pu gagner. Parce que même si j'aime bien Veil et j'aimais bien le coffret Veil, il est très beau, mais c'est vrai que FMA, le travail... Tous les petits machins à côté. Disons que dans le travail de l'édition d'FMA, tu vois tout le talent de Fabien Vautrin sur les mises en scène, les mises en cover, et que c'est un truc qui masterise depuis plus de 15 ans, Kurokawa. Ça, c'est clair. Et là, ils ont vraiment mis la barre très haut. C'est toujours là chez Kurokawa, du coup Vautrin, alors, il est en freelance. Il est en freelance.
Il est en freelance, mais il continue à faire des choses. Et il a déjà mis sur Twitter qu'il était sur les covers de certains FMA. Donc, je vais croire que c'est lui quand même. Ah, mais je crois que c'est lui. Si. Probablement finir toute la série. Et on va enchaîner sur mon autre gros coup de cœur du moment, à savoir l'attaque des Titans, même si on ne va pas parler ici de l'animé, mais plutôt du manga avec Fumble. Oh, mon Dieu, oui, c'est la fin de l'attaque des Titans, vous rendez compte? On n'était pas au courant. Merde, on savait pas. Là, j'étais pas prêt. On était pas prêt. Oui, bon, on le savait, mais c'est officiel maintenant, ça sera donc le 9 avril 2021 que se terminera l'attaque des Titans avec le dernier chapitre publié dans le magazine de Kodansha, dont j'ai oublié le nom. Voilà. C'est pas le shonen... Besatsu Shonen Magazine. C'est le Besatsu. Voilà. Et donc, tu sais, c'est le magazine dans lequel paraît Orient dès le mois prochain. Voilà, c'est ça. Pour remplacer les Titans. Pour remplacer les Titans. Et donc le 9 juin pour le tome final au Japon, le tome 34, je suppose on aura en France chez Pika en septembre. Oui, ce que j'allais dire, j'allais mettre septembre aussi. Oui, c'est probablement en septembre. Voilà, donc c'est annoncé, c'est acté. Hajime Isayama est passé un petit peu pour dire qu'il en avait marre, qu'il était bien content que ça se termine, en gros, globalement. Ah ouais? Qu'il était fatigué, pas qu'il en avait marre. Qu'il était fatigué. Il a dit ça fait 8 ans que ça doit se finir dans 3 ans, mais que voilà, ça va vraiment se finir, que la rédaction n'avait pas demandé à rallonger la série, qu'au contraire, il demandait un peu en permanence quand est-ce qu'il allait terminer. Et qu'il était désolé que ça ait pris du temps, mais que voilà, c'était enfin fini et qu'il espérait que tout le monde le suive jusqu'à la fin. Voilà. Donc à part pour les 3 personnes qui vont dire non, moi je m'arrête là, c'est bon. Pas besoin de faire la fin. Non, je veux pas savoir la fin. Non. Ça ne doit pas finir. Il y a peut-être des gens qui ont cette phobie, c'est vrai. On rigole, mais peut-être qu'il y a vraiment des gens qui ont une phobie. C'est une vraie phobie. Hein. Enfin, c'est un vrai truc qui existe. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à terminer ce qui commence parce qu'ils ont peur que ça se termine. Donc. Ouais, j'en ai déjà entendu parler aussi. Et moi personnellement, je l'ai eu qu'une fois dans ma vie, c'était pour, attention, maman jeune fan, c'était pour Harry Potter, le dernier volume, le 7e volume. Je ne l'ai pas touché pendant des années et des années parce que je n'osais pas finir. Et quand il y a eu l'annonce des films, que le dernier film allait sortir, je crois que j'ai fini la veille où le film allait sortir en salle parce que j'avais pas envie que le film me spoil la fin de l'histoire. Ah oui, d'accord. Mais je voulais pas arrêter parce que j'adorais trop Harry Potter adolescent. Et je me disais non, ça peut pas s'arrêter. Donc je peux comprendre cette espèce de sentiment. Surtout qu'à l'Attaque des Titans, ça a quand même maintenant 11 ans. Et enfin 10 ans et il y a des gens quelques mois. Quoi, Ah bah ouais, bien sûr. T'as des gens, ils ont commencé à lire, ils devaient avoir 10-11 ans. Bon, maintenant, ils doivent être un peu perturbés, ces jeunes gens, mais... Ils voient des titans partout. Ils ont peur des murs, ils s'approchent pas des murs et tout. J'ai peur. Non, je sais pas. J'imagine la parodie. Le mec, il frôle pas les murs, il reste au centre des vaches. Bon, mais je suis sûr maintenant, t'en as. Ça va être chaud aussi. Hein. Ah bah là, ils vont se suicider. Mais je suis sûr, t'en as maintenant quand ils font un crime et qu'ils vont en tôle, ils se mordent la main juste pour voir s'ils peuvent pas se transformer et s'enfuir, tu vois. Non, c'est bon, ça va le faire. On sait pas, peut-être que quand j'étais enfant, j'ai vécu telle situation qui fait que, parce que j'ai failli spoiler. Mais du coup, on va peut-être enchaîner parce que j'ai un risque de spoil immense maintenant. Du coup, on enchaîne sur une nouvelle. Non, aussi par chapitre. Oui, par chapitre, tout à fait. Non, mais même. Pika fait les chapitres, effectivement. Voilà, on peut suivre en simultrad, on appelle ça, je crois. Simulpub, on appelle ça simulpub. Pub. Pour publication. Oui, pub. Simultané. D'accord, j'avais vu simultrad sur le site de je sais plus qui. Les deux se disent, mais je crois que... trop lié au piratage en fait. Ah, je crois que c'est ça, ouais. Parce que pour moi, le piratage, c'est du scantrad. Pour moi, c'est différent. Ouais, mais il y a le mot trad. En fait, le truc, c'est qu'il y a le mot trad. Ah, parce qu'il y a le mot trad. Donc c'est simulpub, et le simulpub chez Pika, c'est Isneo, il me semble.
Oui, il y a Isneo, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais sur Entre Isneo, autres, on peut ouais. lire. Et les chapitres apparaissent via cette publication, donc vous pouvez les suivre quasiment en live du Japon à quelques jours près, je crois. Voilà. Parce Ils que font avoir peu peur une de trace. finir le truc, je sais pas, mais par contre avoir peur des spoilers, ça c'est très concret. Ah oui, Ouais, ça. clairement, ouais. Du Traînez coup- pas sur Twitter quand des chapitres Oui. sortent. hein. Du coup, je vais donc enchaîner sur la news d'après, parce que moi, du coup, je parle avec vous, je me rends pas compte et je vais balancer Allez, plein de balance. trucs qui se passent. Donc on va s'arrêter là pour ça. Mais du coup, on enchaîne sur une information qui est pas forcément cool en soi, dans l'idée, n'est-ce pas, Ah, Prof Isekai, hein, qu'est-ce qui se passe avec Seven Seeds là? Qu'est-ce qui se passe? Seven Seeds, bon alors tout le monde connaît Seven Seeds ici, hein, je pense. En tout cas, peut-être pas sur le chat, mais dans l'assemblée, en tout cas, tout le monde connaît Seven Seeds. Hein, c'est la série de Tamura qu'on va enfin avoir de nouveau chez nous en manga. Hein, acheter, c'est un mystère chez nos graphiques cette année. ça a été Mais du annoncé coup, ça? C'est officiel? Là où tu balances un truc random parce que bah je bien crois que c'est sûr, officiel. c'était annoncé, c'est un mystère. Ils l'ont annoncé pendant tous les trucs. Ah, c'est un mystère. Ah oui, je croyais que tu parlais que Mais- Seven Seed ressortait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il Ah, raconte? non, non. Je suis même pas au courant de cette info. J'ai fait wow, wow, wow. Non. Seven Seeds serait annoncé, t'inquiète, on le saurait depuis un moment. Non, mais du coup, Seven Seeds, bon, on l'a pas eu en entier, c'est triste, mais on a eu un animé, il est pas bien, ne le regardez pas. Mais Je connais quelqu'un par qui serait contre, pas d'accord avec ça, mais ok. je trouve la réalisation très dégueulasse. Mais du coup, ça on s'en fout, c'est pas le sujet. Non. Le truc, c'est qu'il y a la saison 2 qui a eu lieu, qui est sortie l'an dernier, du coup, au mois de mars, il me semble. Et effectivement, c'était sur Netflix, c'est une série Netflix. Et il y a eu des retours sur l'ending de la saison 2, comme quoi c'était quand même vachement proche de l'ending de Beyond the Boundary, l'adaptation animée du light novel du même nom chez Kyoto Animation, qui est sortie en 2013, si je dis pas de bêtises, qui est pas leur série la plus connue. Mais effectivement, quand tu compares les deux endings, ben ouais, c'est les mêmes. Et effectivement, les équipes du studio Gonzo ont regardé et puis ils ont dit, à la réflexion, on a effectivement de manière indéniable une ressemblance qui fait que, c'est pas on n'a pas tracé, peut-être pas volontairement, ou alors ils n'ont pas admis en tout cas, mais ils vont quand même, pour éviter les emmerdes, changer l'ending de cette saison 2. Alors, je ne sais pas si ça sera fait sur Netflix tout de suite, ou si ça sera fait tout court d'ailleurs. Ouais. Parce qu'à la base, c'était pour la sortie des Blu-ray, parce que les Blu-ray de la série, parce qu'au Japon, les séries Netflix sortent en Blu-ray, pas chez nous. Donc, chez eux, ça sortait le 27 janvier pour les premiers. Donc, effectivement, pour cette date-là, ils vont changer l'ending pour que ce soit différent. Alors, je sais pas s'ils changeront la musique, je pense pas, mais par contre, tout ce qui est visuel va bouger. Parce que c'était beaucoup trop proche de ce qu'avait fait Kyoto Animation. Et qu'en même temps, c'était pas très sympa pour KyoAni, qui en plus a eu une année difficile. Donc voilà. C'est la bourde nulle, c'est dommage. C'est un peu la bourde nulle, ouais, exactement. Quand coup, une vérification n'a pas été faite. Ils ont annoncé qu'ils allaient parodier cette fois le générique des Schtroumpfs, histoire de parodier un truc pas connu là-bas ou quoi. Parce que maintenant, j'imagine les personnages qui dansent. Si vous êtes curieux, allez comparer les deux sur YouTube. Regardez l'ending de Kei no Kanata plus celui de Seven Seeds saison 2. C'est flagrant, hein, vraiment. Donc, il y a vraiment, il n'y a pas d'excuse, on va dire. Effectivement. Et du coup, on enchaîne sur, alors non pas une info concernant Netflix, mais concernant un titre qui est disponible sur Amazon Prime, parce que du coup, il y a quelqu'un qui a tranquillement tweeté qu'il voulait se mater l'animé, puis d'un seul coup, on sait pas, il y a un éditeur qui est passé par là et qui a fait « Salut Thunder, parle-nous de ce tweet, qu'est-ce que c'est que ça ?» Oui, le retour de Karakuri Circus, point d'interrogation, interrogation, mais qu'est-ce qui est donc? Oui, c'est Nakamanga qui, le 1er janvier, a dit que bonne résolution de l'année, il allait se remater tout l'animé de Karakuri Circus qui est disponible sur Amazon Prime Video. Donc ce qui est pas mauvais en soi, hein, c'est une bonne idée. Oui. Surtout que le manga n'est plus dispo chez nous, il n'est pas complètement dispo chez nous et il n'est plus dispo chez nous depuis bien longtemps, donc les tomes sont introuvables. Donc si on a envie de s'intéresser à cette œuvre-là, c'est un bon palliatif. Et là, il y a Meian qui en gros sous-entend genre ah là là, c'est un bon choix, dis donc. Wink wink. On est à deux doigts qui marque ça serait bien que quelqu'un le sorte chez nous cette année. Donc bon,
faut savoir que la rumeur que Karakuri Circus revenait en manga, elle est pas nouvelle, elle date d'il y a environ 2 ans. Animeland en parlait déjà dans ses pages il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Ça avait depuis été pas débouté, mais comme il y a aucune info depuis, c'est un peu tombé dans les méandres. C'est même devenu une blague où plein de gens se moquaient que Animeland ait fait cette annonce parce que c'était les premiers à annoncer ça. Et c'est vrai qu'il n'y avait plus rien depuis. Donc bon, c'est encore un peu tôt de savoir si Meian va sortir Karakuri Circus, mais en tout cas, ils ont pas l'air désintéressés de cette question. Après, à savoir s'ils ont vu l'éditeur, si les droits sont contactés, ça c'est les secrets d'éditeur et on saura bien assez tôt, j'ai envie de dire. En revanche, ce qu'on peut juste dire sur Karakuri Circus, c'est que la série chez nous a été sortie chez Delcourt, que devant le bid intersidéral de cette série, même pour l'époque, hein, c'était un bid et c'est dur à dire, elle s'est arrêtée au tome 21 sur 43, donc on a même pas eu la moitié. Ils avaient changé les couves et tout, tellement ils étaient fauchés. À la base, il y avait plein de couleurs et tout, et à la fin, c'était des couvertures monochromes, juste une seule couleur et tout. Je les ai, hein, donc je le sais. Hein. C'est terrible. Et c'est une des séries de l'auteur de... Kazuhiro Fujita, c'est Night Act. Non, mais surtout sa première série... Uchiho Totora. Uchiho et Tora qui est sorti en animé récemment. Et on les a en coffret, ceux-là d'ailleurs. Ouais, donc voilà. Et de Moonlight Act, dont la série est dispo chez Kazé. Et de Lady and the Ghost chez Kiyun. Et Springald chez Kiyun. Et Springald aussi, oui. Ouais. C'est Black Museum. Oui, c'est ça. Et ça raconte globalement l'histoire d'un gamin, Masaru, qui se fait sauver par Narumi, un jeune homme, on ne dira pas plus de ce qu'il est. Et tous les deux, ils vont, pour échapper aux agresseurs du garçon, se mettre dans un cirque et donc se faire un peu engager dans ce cirque. Et ils vont devenir potes avec une troisième personne qui est une espèce d'androïde dresseuse d'automates. On peut dire ça, je crois, ce que j'ai compris. J'ai mis Android, mais c'est peut-être pas le terme, mais c'est une poupée, c'est une automate, c'est une espèce d'automate qui dresse des automates. Ok. C'est ce que j'avais retenu à l'époque quand j'avais lu le tome 1 il y a très très longtemps, qu'elle était... En tout cas, il y a un trait particulier sur Narumi, le fait qu'il soit malade, qu'il peut mourir. Ça, ouais. Que s'il n'a pas un moyen de rire dans les minutes qui viennent, du moment où il a une crise, c'est vrai. Il meurt en fait. Du coup, il y a plein de gags qui ont été coupés d'ailleurs dans la version animée. C'est dommage parce que du coup, il y a plein de choses qui sautent par rapport au manga dans l'adaptation, qui pourtant avaient été validées par l'auteur qui disait ouais, c'est ok, virez ça, sauter 12 tomes d'un bloc. Bon, d'accord, très bien. Mais pour aller à l'essentiel du coup. Mais bon, effectivement, ça serait bien de l'avoir dans sa version intégrale et propre. Surtout la Kanzenban qui est magnifique et qu'on a en illustration. Ouais, si déjà on a juste une version simple, c'est suffisant en vrai. Hein. Ça serait honnêtement. Moi, ça fait partie des séries que je n'ai pas pu m'acheter quand j'étais plus jeune. Ça m'est passé devant le nez. Et quand j'ai eu l'argent pour les acheter, ça n'existait plus. Ou alors à très cher. J'étais vieux. Du coup, je les ai trouvés pas chers et j'ai eu de la chance. On espère que Meian va les sortir, voilà, et que c'est pas juste un tweet. Que c'est pas juste du teasing gratuit, voilà, pour faire mal au cœur. Un teasing en mode j'ai bien envie de faire du mal à un fan de manga aujourd'hui, je vais lui dire ça, tiens, hop. Kling. Non, par contre, moi je viens avec plutôt de bonnes nouvelles. En tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir quand la nouvelle année commence et qu'on peut profiter de plein de jolies petites illustrations faites par beaucoup de mangaka. Ils s'y prêtent en général tous assez facilement sur les réseaux sociaux pour présenter leurs vœux à leur communauté. Et du coup, j'ai été en pêcher quelques-unes. Vous avez par exemple ici donc Yo Konemu qui est l'autrice de First Job New Life que j'avais beaucoup aimé et dont j'ai fait une critique. Vous avez également du coup un Legoshi bien posé avec un costume de vache puisque c'est l'année du bœuf et donc c'est le même type d'animal en soi, donc c'est bien représenté. Ensuite vous avez Kosuke Ono qui suis-je obligé de le dire, c'est la voix du tablier, c'est celui qui nous guide dans notre vie au quotidien, qui est en train de taper du mochi. Puisque traditionnellement, en fait, c'est la période à laquelle, effectivement, on frappe le mochi. Enfin, oui, on frappe le mochi pour le rendre mochi. On nous frappe. Je réalise, on nous tape dessus, en fait. On tabasse du mochi, allez. C'est nous, voilà, là. Je vous ai également trouvé Atsushi Okubo, qui est donc, évidemment, l'auteur de Fire Force, entre autres. Vous avez Tatsuya Endo. Regardez-moi ça, c'est trop mignon, je trouve, son illustration. Chou, Mais oui, il y a le chien, et puis il y a le chien. C'est vraiment trop bien. Je trouve que c'était très bien pensé. Par contre, il n'y a pas de vache.
trop. Hein, ils essayent tous de mettre une vache ou un truc qui rappelle le bœuf. Là, j'avoue. C'est un costume de dragon ou un truc dans le genre? C'est une tête de dragon, ouais. Ça doit être une... Mais je crois que c'est les lions mythologiques. Mais c'est pas des chiens, c'est des lions. C'est pas des chiens. C'est les chichis. C'est les chichis, mais du coup ça n'a pas d'équivalent. Nous on traduit ça par un lion en français, mais je crois que c'est même pas un lion parce qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est une créature qui s'en rapproche, ouais. C'est sont dans les temples, il y en a un de chaque côté, ouais. C'est ça. Mais bon, il n'y a pas la vache. T'as Shinobi Deka qui dit on frappe le mochi et c'est pour ça qu'il crie. Voilà. Oui. Enfin, merci. Le cri du mochi. Beaucoup. Merci. Voilà. C'était que pour aujourd'hui. J'ai également trouvé. Moi, on me frappe tous les jours. D'accord, mais c'est pas moi. Natsume Ono, qui a donc. Alors, elle en a carrément une ribambelle. Elle a fait un thread avec, je sais pas, 7 ou 8 illustrations, avec donc la plupart de ses personnages emblématiques. Ici, on a des personnages qui viennent d'une série qu'on n'a pas chez nous. Hein, elle n'est pas éditée chez nous. Il y a juste l'animé, je crois, sur Wakanim. C'est Aka. Oui. Aka. Mais elle a fait beaucoup de séries et entre autres elle est aussi mangaka du coup sous un autre pseudo qui est donc Basso pour du boys love mais un peu dans la même ambiance que ses autres titres, hein. C'est des titres plutôt sérieux etc. Et elle a fait vraiment super, plein. Hein, Natsume Ono. Elle a fait un crossover de tous ses personnages et les illustrations sont vraiment top si vous allez sur son compte Twitter. Il y a encore quelques-unes de ses chéris chez Kana je crois, hein. Faut y aller. Il y a Gente et Ristorante Paradiso entre autres. Et il y a Gojo. Il y a Gojo chez aussi. Kana aussi, qui est très intéressant si vous aimez l'époque des samouraïs et tout. Ensuite, il y a Yuki Suetsugu. Alors, Suetsugu, on reconnaît son style et puis on reconnaît un peu les positions. C'est évidemment Chihaya Furu par rapport au Karuta. Voilà, c'est le truc de Karuta. Qui nous souhaite une excellente année 2021. Il y a également, alors pour le coup, une artiste un peu moins connue, Motomi Minamoto, qui a été éditée chez nous, chez Doki Doki, pour Second Chance. Attendez, c'est Love Summer Second Chance ou Second Chance Love Summer. C'est une toute petite série qui est sortie cet été en 2 volumes et qui est assez larmoyant. Et je trouvais son style graphique vraiment super beau. Tu vois, un joli coup de crayon. Et du coup, je suis tombée sur son illustration. J'ai fait pouc, je la rajoute. C'est vraiment très joli. À côté, vous avez Soichiro Yamamoto, qui évidemment, quand Takagi me taquine, chez nous, pour ceux qui auront reconnu. Puis il y a les autres petits personnages des autres séries aussi qui fait. Ensuite, Kei Sasuga, qui quand même en a vraiment bavé sur les réseaux sociaux, mais cela n'empêche, elle a quand même voulu présenter une très bonne année 2021 avec, cette fois elle allait jouer le jeu, hein. Il y a des petites vaches partout, de tous les côtés, on a mis des petites oreilles de vache. La totale, hein, elle est immense la photo. Dans la joie et la bonne humeur, hein, voilà. C'est quand on a lu son œuvre, en tout cas, c'est un peu étrange, je trouve, comme sentiment. À côté, vous avez Daishiro Kawakami, voilà, le petit bonheur pour moi et Thunder, puisqu'en fait, on est très très fan de cette série. Cigarette and Cherry, qui est sortie chez Kana. Pas de clope au bec cette fois. Non, parce que. Ah bah non, elle est en train de boire là. Voilà. Le saké. Elle mange le mochi. Non, c'est le saké traditionnel. Elle boit le saké. Elle boit le saké de la nouvelle année. C'est la pureté, tu peux pas mettre une cigarette. Voilà, elle se retient, c'est bien. Ensuite, vous avez Natsuki Takaya. C'est Natsuki Takaya, qui est évidemment l'autrice de Fruit Basket. Hein, donc, il y a le bœuf. Fruit Basket. Fruit. T'aimes pas ma prononciation? Oh non. Furutsu. Fruit Basket. Furuba? Tu veux que je dise Furuba? Oh non, mais non. Au pire, dis fruit, mais pas fruit. Mais j'ai toujours dit fruit. Fruit Basket. J'ai toujours dit Fruit Basket. Toujours. Attends, le citron, il est explosé. Je pensais que peut-être ça allait poser problème que je mette pas le S, mais à ce point-là, je pensais pas. Vraiment. C'est pas le S, le problème, c'est qu'il manque le I. Là, ça fait fruit, ça fait vraiment à la française, quoi. Ça fait Fruit Basket. Mais non, à la française, ce serait fruit, justement. Oui, mais oui. Est-ce qu'il y a des professionnels de l'anglais? J'essaie de garder mon sérieux pour pas rigoler avec tout le monde, mais mais du coup, tu avais le prénom du personnage qui incarne le bœuf. C'est le bœuf, c'est Hatsuharu. Haru. J'essaie de bien caler le H. Vous avez à côté Aya Kanno, donc qui est la mangaka de le Requiem des Rois des Roses, qui est donc chez Kiun chez nous. Un titre franchement visuellement vraiment très très beau. C'est sur la guerre des deux roses, c'est ça? Comment, pardon? C'est la guerre des deux roses, l'histoire, c'est ça? Je l'ai pas encore commencé, mais j'ai les tomes. Tu le gardes pour toi. Mais j'ai les tomes à la maison.
c'est l'histoire de ma vie. J'ai les tomes à la maison, mais j'ai pas commencé. Mais visuellement, j'adore. C'est pour ça que je les ai pris. Voilà, tout simplement. Vrai, c'est joli. Et du coup, quand j'ai vu l'illustration, j'ai fait ah, je suis sublimée par juste ce petit dessin dans un coin comme ça. Me confirme que c'est les Gardes de Rose. C'est Richard Merci, III. Richard III. Super intéressant. Les détails. Tu as plein de gens qui te soutiennent en disant non mais en anglais c'est quand même fruit le truc le plus proche à dire, donc tu es sauvé. Ça me fait quand même beaucoup rire. Merci le chat, merci les vrais. Ça me fera quand même toujours autant rire. Je suis désolé, j'y peux rien. Fruit basket, c'est rigolo. T'as pas mes capacités de maîtrise de plusieurs langues, c'est pour ça, tu comprends pas? C'est pour ça, bah oui. C'est pour ça. Non mais il me semblait vraiment que le son le plus proche, effectivement, c'était fruit. Non, mais je pense que tu as raison, mais c'est la manière dont tu l'as prononcé. En fait, c'est comme tu l'as dit avec un accent français. En fait, ça fait vraiment fruit, F-R-O-U-T-E. Oui, c'est ce qu'ils ont écrit sur le chat aussi. J'ai vu, il y a eu fruit. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est même pas un mot qui existe. À part la sensation de frotter quelque chose, non? Je sais pas. Tarte au citron qui dit comme quoi il y a beaucoup de faillots ici. Je vais te presser, tarte au citron, calme-toi. Et ensuite, nous avons Kazuo Kato. Kazuo Kato, évidemment, avec AO Exorcist. En français, c'est quoi? C'est Blue Exorcist. Blue Exorcist. Ouais, Blue Exorcist. Alors là, c'était mignon. Ils sont tous en train de boire du lait. J'ai vu qu'effectivement, c'était un thème récurrent pour s'inspirer des vaches. En fait, on met des personnages qui boivent du lait. C'est pareil du côté de Hiro Mashima, qui nous souhaite une très bonne année aussi. Il y a son petit personnage. Comment, de quoi il y a? Il n'a pas mis de pi. Pourtant, c'est un peu son. Fumble. Non, pas toi, Fumble. Il a pas mis de pi? Ah oui, des pieds de vache. Des pieds de vache. C'est pourtant un peu son créneau, non? Mais non. Ouais, quand même. Mais non. Et je sais qu'il fait des poitrines rebondies, mais les pis c'est un peu différent quand même. Non, je sais pas. Je pense qu'il a du goût un peu, donc il a pas fait ça. Ce serait de mauvais. Je trouve que ça aurait été de très mauvais goût. Vraiment. Oh, Mashima de mauvais goût. Oh, non. Mais il est bien. Mais il est super bien. Ah, Thunder s'est barré. Voilà, Thunder s'est barré. Il ne supportait plus. Voilà, il était là genre non. Là, ce que dit Fumble, c'est pas possible. Je m'en vais. Là, écran noir. Il est parti. Mais est-ce qu'il va revenir en fait? Parce que sinon, merde, il revient pas. Mais je vais peut-être continuer un peu quand même s'il n'est pas là. Je vais juste en profiter. Oui. Le fait qu'il ne soit pas là. Fruit, basket. Les gens ne vont pas comprendre. Elle répète des mots. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a eu une carte de vœux de Arakawa parce qu'elle a fait quand même une série sur les lycées agricoles. Donc, j'ai pas vu. J'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Mais j'ai essayé de. Comment dire? On va dire que je suis tombée sur 200 illustrations. Et j'ai fait au repérage visuel genre ah oui bien sûr mais du coup j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu Arakawa, mais là du coup évidemment que Horikoshi s'était grillé de ouf, on reconnaît tous les persos qui sont là, ils sont posés et tout, et est-ce que vous avez vu le détail? Je sais pas s'il a des enfants ou des neveux ou autre, mais il y a des petites vaches dans les extrémités qui ont été dessinées par ou sa main gauche ou un enfant ou un neveu ou un petit cousin ou je sais pas. Mais franchement, je les trouve super cool ces vaches. Mais t'as vu, elles sont trop stylées. Il y a des petits pis. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a des pis. T'es content? Comme j'ai dit qu'elle a fait sur Noble Paysan, du coup. Ah, mais c'est trop triste que je l'ai pas vu. Attendez, du coup, il y a notre cher ami qui est arrivé. Du coup, je vais récupérer sa caméra. Oui, c'est le retour. C'est le comeback. Il est où Thunder, il est ici. Heroes comeback. Tac. Est-ce que du coup, tu réapparais, Thunder? Il réapparaît pas. Pourtant, il est là pourtant. Attendez, je recopie-colle le lien. Voilà, je copie le lien. Je retente encore une fois, mais c'est très étrange que ça ne veuille pas marcher. Là, ça marche pas. Il a été ban. Non, attendez, je vais couper sa caméra et la remettre. Des fois c'est con, mais c'est des détails qui marchent bien. Pouc, je remets la caméra de Thunder, et là, Thunder. Nous sommes face. Ah, voilà. Et tu peux parler? On t'entend? On l'entend pas. Eh mince, on l'entend pas par contre. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Non, c'est pas normal du tout. Vérifie. Ah, ça y est. Voilà, c'est le retour de Fumble. C'est mon ordi qui a complètement planté devant l'horrible anglais de Caroline. Et pour info, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Froute, voilà. C'est horrible. Tu sais ce que c'est qu'un fruit en plus? Bah non, je sais pas.
Ah non, Bah non. on en parlera après. On en parlera après. Si vous... Moi, je ne connais pas les mauvais mots, excusez-moi. Non, hein, je suis quelqu'un de très bien élevé. Si tu veux qu'on réévite une semaine de ban, on en parlera en off. Très bien. Une scène culte d'internet, ça quand même. Hein. Ah mince, bah non, j'ai vraiment raté un truc, je suis désolée. On enchaîne avec du coup Satoru Noda qui évidemment est l'auteur de Golden Kamuy. Je n'entends pas Thunder, hein, je dois dire, mais. Ah bon ouais. Moi je l'entends. Tu l'entends, prof aussi? De quoi? T'entends Thunder? Ouais, je l'entends. Bah oui. Ouais, il entend Thunder. Je n'entends pas. Ah. Je sais pas pourquoi. Ça va être un problème pour discuter. Alors, attendez. Pour que lui t'entende, c'est qu'il y a un problème sur le site d'OBS Ninja. Hein. Ça doit être directement lié à OBS Ninja. Bon, on peut le dire, hein, Fumble, il a dit des bêtises sur Mashima, hein, tout simplement. Donc, Je sais qu'il est en train de m'insulter. Il dit que t'as dit des bêtises sur Mashima. Putain, c'est trop bizarre. Oui, mais après, on peut le dire, c'est une belle personne. Mashima, il dit que c'est une belle personne. Une pyramide de nana à poil en position accroupie quand même. Donc, Non, mais il est liou de Mashima, il est fripon. Il est fripon, mais il est safe. Alors il est quand même safe. On a aussi la bonne année de la part de Okawa Bikub, j'espère que c'est bien prononcé, qui donc évidemment... J'en ai aucune idée. Voilà, mais c'est pas grave si c'est mal prononcé. Là pour le coup, le thème est bien respecté, je trouve qu'on est bien dans la vache. Enfin on est bien dans la vache, on est bien dans le style de la vache. Et on retrouve voilà le côté complètement foufou de cette œuvre. Puis du coup il y a Nanashi. Alors pour le coup c'est un artiste qui va pas tarder à être édité chez nous. Normalement c'est prévu pour cette année. Noé Graphics. Oh, oui, exactement, auprès de Noé Graphics. Avec Nagatoro. Alors je sais plus c'est quoi le titre qu'ils ont décidé de mettre en français. Mais en gros, je sais plus. En japonais je crois que c'est... Va te faire voir Nagatoro ou un truc comme ça, non? Mais ça va être un truc dans le genre, mais c'est Ijiwaru Shinaide Nagatoro ou un truc comme ça en japonais. Donc c'est effectivement arrête de me faire du mal, arrête de m'embêter. Arrête de me chauffer. Ne me chauffe pas Nagatoro, on me dit sur le chat. Non, c'est arrête de me chauffer. Arrête de me chauffer. Bon, il y a la chaufferie quelque part a priori, mais bon. Et ensuite, je passais rapidement sur les studios. Donc il y a Trigger qui nous a fait un truc magnifique, encore une fois. Mappa, j'étais là en mode. Sur Dynazenon, Trigger, du coup. C'est la prochaine animée basée sur la licence Ultraman avec le dragon de... Alors vu qu'ils l'ont mis en tout petit, j'ai un doute, mais en fait j'ai l'impression qu'on retrouve des personnages emblématiques si on zoome dedans, parce que moi je vois un personnage de Kill la Kill, je vois du BNA, ah oui, c'est trop petit pour moi aussi. Les petites sorcières là. Je pense qu'il y a du Promare, je vois Kill la Kill, LWA, oui effectivement, oui, ils sont tous là. Il y a un petit peu tout le monde. Du coup, en premier plan, c'est effectivement la prochaine série. D'accord, oui, c'est le monsieur qui est à côté de l'héroïne de BNA. Et donc après il y a Mappa, je vous disais, donc le logique classique, hein, Mappa. Alors ils auraient ils avaient l'embarras du choix, j'ai envie de dire, mais ils ont préféré donc faire un truc sur le thème de Jujutsu Kaisen. Voilà, mais totalement. Kara dans le thème de son travail également, j'ai envie de dire. Oui, Tsuburaya, pardon, pas Ultraman Gridman, c'est Tsuburaya que je voulais dire. Kara donc sur un thème un peu évangélion. Moi je trouve que ça fait le Mont Fuji en éruption si tu prends. Oui, je pense que c'est ça, oui. Fumble ne m'entend pas, mais je lui dis oui. Si, je t'entends maintenant. Et il ne l'avait pas dit. Il s'en gardait bien le coquin. J'ai une connerie sur lui, genre, vous trouvez pas que Fumble, il a vieilli un peu récemment depuis le début du stream? Je veux dire, ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on stream et je trouve qu'il a vieilli. On va se dépêcher du coup. TMS qui donc a fait une illustration sur Lupin, évidemment, puisqu'il y a eu Lupin The First récemment. Ouais, c'est leur série principale, Lupin, avec Conan, mais surtout qu'ils sont en train de travailler sur la suite, c'est sûr. Donc voilà. Évidemment. Et enfin, il y a le studio Ghibli. Alors, c'est vraiment une sélection que j'ai fait. Il y en a beaucoup, plein d'autres. Et donc là, je comprends pas l'illustration vraiment du studio Ghibli. Je pense qu'il tue le Covid, à mon avis, mais je vais croire qu'il tue un démon Slayer peut-être. C'était quoi l'année précédente? Une sorte de Covid. C'était quoi l'année précédente? L'année précédente. Là, on dirait que le bœuf écrase un virus, donc je pense que c'est le Covid. Mais je te dis, je pense aussi. Hein. Mais c'est parce qu'il a un masque, le Covid, c'est bizarre. Eh oui, il se protège. T'as raison, tout le monde dit la vache qui écrase le Covid. Hein. Tout le monde a l'air d'être assez porté là-dessus. Mais sinon, je te dis, c'est un Demon Slayer, hein, clairement. C'est un pied de nez, genre. Mais oui, bien sûr. Mais non, mais c'est Studio Ghibli. Il bosse encore avec Miyazaki, non? Il fait sa pseudo-retraite de son côté. Non mais Miyazaki il bosse, qu'est-ce que tu racontes? Oui non mais tu sais il sépare un peu, tu vois, et à son fils il fait plein de trucs, puis lui de son côté il fait des trucs.
C'est Goro Miyazaki qui a fait l'illustration. Bon, alors c'est pas Demon Slayer au contraire. Voilà, c'est pour ça, je te disais attends. Tu automatais. Bon voilà. C'est un pied de bœuf. Oui, c'est un pied de bœuf, exactement, ouais, c'est un peu différent. Du coup, maintenant je vais passer à quelqu'un qui ne me parle pas méchamment, c'est-à-dire Fumble, avec qui on va parler de Demon Slayer. Mais je te parle pas méchamment en plus. Tu confonds méchant et taquin. Qui me taquine. Arrête de me taquiner. Comme ils disent, parfois il est taquin, parfois il est trop cool. Bah voilà, c'est un peu ça. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. La ref, c'est une vieille série. Si vous l'avez dans le chat, vous avez mon respect. Sinon, bah tant pis, c'est pas grave. Ça me dit rien non plus. Alors allez, parlons de Demon Slayer au dossier numéro 4. Des chiffres. Des box-office. Un nouveau chiffre, quelle surprise. On s'y attendait pas du tout. Mais Demon Slayer est numéro 1 au box-office japonais de tous les temps ever. Le premier dépassant Chihiro, bien sûr, qui tenait la place depuis pas mal d'années. Même Your Name avait pas réussi à déplacer. Your Name est arrivé 3e. Ouais. Qui se retrouve donc 4e maintenant. On est monté à 32,12 milliards de yens de recettes. Voilà. Ce qui fait à peu près 255 millions d'euros. Je voudrais bien connaître le prix, la rentabilité exacte. Le prix de production. Bah, sachant qu'une place de ciné, ça vaut 2000 yens à peu près au Japon. Tu peux faire ta multiplication. Pour la production. Non, le prix de la prod. Oui. Le prix de la prod. J'aimerais bien savoir pour savoir. À mon avis, ça se compte en maximum 20 millions. Ouais, ça doit être. Ouais. Donc voilà, un petit bénéfice sympa pour le studio. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à part que le Twitter a décidé qu'ils arrêtaient de donner des chiffres, le Twitter officiel de Demon Slayer, puisque ils arrêtent de se la péter, c'est sympa. C'est trop ça. Puis faut ça y est, allez, fermez boutique, c'est fini. C'est bon, on a battu Papy. Allez, salut. Il ramène tout à Miyazaki, c'est fou. Quoi. Bah en même temps, parce que c'est vrai, c'était Chihiro le numéro 1 depuis plus de 20 ans, c'est normal. J'ai vu personne aller embêter encore Miyazaki. Alors, vous en pensez quoi du fait que Chihiro a été battu? Je m'en fous. Mais là, je suis en train de laver ma voiture, alors laissez-moi laver ma voiture, s'il vous plaît. C'est trop ça. En tout cas, c'est des chiffres faramineux pour Demon Slayer qui donc se siège sur un trône littéralement, en tout cas pour l'année 2020. On va voir comment ça va se développer sur l'année 2021 puisque normalement ça devrait aller en descendant tranquillement. Normalement. Pas pour les pas pour l'animé et pas pour l'animé puisque l'animé va encore continuer de toute façon, que ce soit l'animé ou peut-être d'autres prochains films selon la manière dont ils veulent du coup construire la version animée justement. C'est pour ça qu'ils arrêtent un peu les chiffres. Il faut que le Twitter officiel se calme et qu'il prépare un peu la suite, je pense, au niveau de la communication. Genre c'est le Twitter qui décide de tout. C'est juste un pauvre CM qui est là qui suit les directives. Oui, mais oui, c'est du coup la com. Exactement. Donc c'est des gros chiffres qui font presque peur. Hein. On tombe un petit peu de haut, mais c'est des chiffres comme ça qu'on aimerait bien souhaiter pour le Ulule de. Ah oui, bah du coup on n'avait pas mis le. Voilà, mais pour la nouvelle qui lance un Ulule, on n'avait pas mis le trailer, mais c'est pas grave, on l'a vu déjà 1000 fois. Mais la nouvelle qui lance donc un Ulule. Bon alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la nouvelle ici, et c'est un peu normal, parce qu'en même temps, les lecteurs de la nouvelle en France, ils sont déjà pas nombreux. On a un gros éditeur, c'est Ofelb, on a Kuropop derrière, qui sort Slime, et c'est quoi? C'est Goblin Slayer peut-être? Ouais, Goblin Slayer, il sort aussi, ouais. Il y a Pika qui sort Bakemonogatari peut-être aussi? Il y a un truc comme ça, voilà, c'est ça. Donc, ça commence à grimper. Mais effectivement, la nouvelle, c'était pas spécialement connu avant un moment. Ils avaient commencé à faire parler d'eux sur les réseaux en 2019 en disant qu'il y avait une boîte qui se montait et qu'elle avait récupéré une série et qu'ils allaient la sortir. Et effectivement, elle est sortie en 2020. Du coup, forcément, avec le Covid, tous les événements qui auraient pu leur faire de la com ont été annulés. Les titres ont quand même été publiés. Donc, tomes 1 et 2 sont trouvables déjà en librairie de Infinite Dendrogram, donc leur série phare, qui est un VRMMO RPG qui est très très chouette, qui est un des meilleurs du genre d'ailleurs à mes yeux. Donc si ça vous intéresse, c'est un peu on va dire VRMMO de RPG avec une inspiration JoJo-esque. Ça vaut le coup d'œil, avec des stands uniques à chaque personnage et un très très grand univers très large. Donc les 2 premiers sont sortis, le 3e vient d'être imprimé aussi. Donc effectivement, ça commence.
mais ils ont besoin d'aide parce que avec le Covid, ça s'est très mal vendu. Il y a très peu de ventes qui se sont faites parce que forcément, il n'y a pas eu de com, il n'y a pas eu Japan Expo, il n'y a pas eu tous les événements qui auraient pu leur permettre de faire parler d'eux. Ils avaient une nouvelle série qui allait sortir, là, qui s'appelle Detective Eye, qui est illustrée par vos fans, donc quand même pas n'importe qui, hein. Il bosse sur Monogatari à la base, hein. Donc c'est pas n'importe quoi. Et pareil, ils pourront pas la sortir s'ils n'ont pas les sous, quoi. Donc là, c'est vraiment la galère. Il leur faut beaucoup d'argent. Genre vraiment, hein. Donc, on a vu 47 000 euros, je crois. C'est marqué là, 47 500 euros. Alors, ça semble beaucoup, mais en vrai, c'est normal. Parce que là, en fait, ils prennent en compte l'impression de entre 1500 et 3000 exemplaires des tomes 4, 5, 6 de Dendrogram, plus Detective Eye, donc ça fait 4 séries quand même, à sortir en 3000 exemplaires. Et donc, c'est le prix normal, sachant qu'il faut aussi compter le prix de la commission Ulule, hein, qui est aux alentours de peut-être 8-10%, ou un truc dans le genre. Donc, ça s'est calculé dans là. Donc là, vraiment, ils ne feront pas de bif là-dessus. Hein. C'est juste histoire de ne pas couler, quoi. C'est chaud, et s'il y a moyen de les baquer, il leur reste vraiment très très peu de temps. Il leur reste que 20 jours, quoi. Ils ont lancé ça 18 jours restants, en décembre. Ouais, c'est très il reste très peu de temps. Là, décembre, c'était pas forcément stratégiquement le meilleur moment, parce qu'avec Noël et tout... Le meilleur moment avec Noël et tout, c'est chaud. Mais après, cela dit, ils sont déjà à presque 8 000, presque 10 000 quand même, tu vois. Donc il y a quand même eu du monde pour soutenir. Mais c'est le public premier. Maintenant, il faut essayer de toucher les autres et ceux qui sont pas au courant, et que voilà. Sachant que à la base, les contreparties étaient juste acheter des livres en physique. Et là, récemment, ils ont sorti la contrepartie pour du numérique, parce qu'ils font leurs livres et les sortent en numérique aussi pour la tablette, parce que c'était un de leurs axes de communication à la base. C'était on sort les bouquins en numérique également. Et donc, d'ailleurs, moins cher. Si tu achètes le livre en physique, tu as un QR code dans les livres pour pouvoir le lire aussi en démat. Ouais, si tu as acheté le bouquin en physique et que par exemple tu n'as pas le temps de le lire, enfin tu n'as pas le temps de le prendre avec toi dans les transports ou quoi, tu as ta tablette, tu peux scanner et tu peux lire sur tablette, téléphone, ce que tu veux pour continuer ta lecture très, très chouette. Et reprendre le soir dans ton bureau, bien posé, en fumant ton cigare de patron d'une grosse ONG. Voilà, exactement. Le travail éditorial est très propre. Moi, j'aime beaucoup leur travail sur le papier, sur les couvertures. Il y a du vernis sélectif, bien sûr. Le format est un peu différent de ce que vous attendez, parce que effectivement, c'est des tomes uniques. C'est pas exactement la même taille que pour Ophelb. On est sur du vrai A5. C'est pas du format A4 non plus. Donc, il y a des plus grosses illustrations que chez Ophelb. C'est moins coupé, ce qui fait quand même plaisir aussi. Et le papier est de bonne qualité, donc voilà, ça vaut le coup de s'y pencher. Si il y a des mécènes et des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont lancé une nouvelle contrepartie ce matin. Alors celle-là, c'est la plus hallucinante. C'est la Ultimate, je ne sais plus quoi. La somme est de combien? Alors, je vais te dire. La Ultimate supérieure, c'est 4 750 €. Donc, c'est pour quelqu'un qui a envie de mettre 10% de la somme nécessaire d'un bloc. Le mec qui fait ça, en fait, il a le droit de s'asseoir à la table des éditeurs en disant, voilà, moi, cette série, elle m'intéresse. Voilà. Donc, en même temps, ça se comprend, hein, si tu mets 5000 balles dans une boîte, autant tu deviens actionnaire. Hein, voilà. Tu deviens quasiment actionnaire, ouais, c'est quasiment ça, quoi. C'est devenir actionnaire à travers un Ulule, en fait. Si vous voulez ramener une série qui vous intéresse en France et qu'il y a tout le monde qui s'en fout, c'est peut-être le moyen de le faire. Mais par contre, il va falloir avancer la maille, parce que c'est pas tout le monde qui peut abouler 4500 balles d'un bloc. Après, si vous avez des potes, cotisez-vous à 10, vous pouvez, en vrai, c'est faisable. Non, ils se retrouvent à 10 à la table de la prod. Alors, nous, on veut... nous, on veut... Non, mais imagine, moi, j'imaginais vraiment quelqu'un type la brigade SOS en leur temps. Ils pouvaient clairement hacker le système et aller en mode on est 50 dans la société, on met tous 100 balles dans un pot commun et vas-y, on achète le truc, quoi. C'était clairement, ils en seraient capables. Bon, je pense pas que ça se fera comme ça, mais ça peut se jouer, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire passer l'info et en parler autour de vous. Ils ont besoin d'argent, et surtout que c'est un milieu qui est à peine émergent. Ça serait vraiment dommage de perdre une boîte qui se lance et qui propose des titres différents, parce que Detective Ice, c'est pas de l'isekai, c'est pas un titre courant non plus. Affinity Dendrogram, c'est peut-être un peu plus
mainstream. Cela dit, c'est quand même appréciable aussi, c'est de la fantasy. Donc voilà, on est sur un courant qui marche bien à l'heure actuelle, ça serait dommage de le perdre. Donc parlez-en autour de vous et baquez si vous pouvez, parce que c'est toujours bien. C'est des séries qui valent le coup d'être lues. Moi, j'en ai déjà pris. En fait, moi, j'ai baqué pour les 6 premiers tomes de Dendrogram, voilà, parce que je suis fan de la série. Donc, tant qu'à faire, je les avais pas, j'en profite. Et c'est très bien d'aller baquer pour les projets qu'on a envie de soutenir. C'est la base. Moi aussi, je vais baquer pour les projets. Quand il y a des projets qui me tiennent vraiment à cœur, c'est normal. C'est une belle forme de soutien pour ce type de projet. Donc on espère que du coup le message est passé et que du coup si ça vous intéresse, vous irez jeter un œil à leur page Ulule. Attends, je précise un truc, on me dit que je dis n'importe quoi. C'est une de mes collègues de Mangakas qui me dit juste le QR code amène sur une e-boutique pour l'acheter, c'est pas offert. Donc my bad, j'avais cru comprendre. C'est moitié prix. Mais je dis n'importe quoi, mais à l'époque, c'est la personne qui est en train de me dire que j'ai dit n'importe quoi qui m'avait dit il y a un QR code pour la version des maths, donc fallait mieux m'expliquer à l'époque, c'est ta faute, tout simplement. Chais, Midine, chais. Voilà. Pardon, on peut reprendre l'émission. Les règlements de compte pendant l'émission, bravo, bravo. Donc voilà, on invite les gens à aller découvrir leur Ulule, n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, je vois que Nintendark a mis le lien vers le Discord, il peut aussi mettre le lien vers le Ulule, parce que du coup, s'il met le lien vers un Discord, j'imagine que c'est quelqu'un de chez la nouvelle. Non, on ne sait pas, c'est un mystère, non, on ne sait pas. En tout cas, le lien vers le Ulule est le bienvenu. Le lien vers le Ulule est le bienvenu également, bien évidemment. On enchaîne sur une petite info qui est tombée, je crois, tout à l'heure. C'est toi qui l'as trouvée, prof, je crois, par rapport à Aria The Ah oui. Attendez. Ouais, en fait, elle est sortie il y a un moment. Crépuscolo. The Crépuscolo. Et c'est Sander qui va nous en parler gentiment. Oui, tout à fait. Arias de Crepuscolo. C'est un film, en fait, il faut remonter un tout petit peu dans le temps, en avril de l'année 2020, en plein Covid. La prod d'Aria avait annoncé, enfin le comité de prod d'Aria avait annoncé pour les 15 ans de la série un nouveau projet, sans préciser ce que c'est. 2-3 jours plus tard, ils annoncent qu'en fait ça va être un film qui avait juste le nom Aria the Movie Project ou quelque chose comme ça, avant qu'en juillet on découvre que ça s'appellerait Aria de Crepuscolo. Et que ça allait donc... En revanche, j'ai pas réussi à trouver si c'était un arc original ou si c'était une adaptation du manga, mais il me semble que c'est une histoire originale de ce que j'ai compris. Parce qu'entre autres, dedans, il y a une seiyuu qui incarne un perso original. Donc j'en conclus que c'était pas un truc qui était déjà apparu avant dans le manga. Mais s'il y a des fans, mon avis, dans le chat, ils nous le diront clairement. Du coup, ça va sortir le 5 mars 2021, cet animé-là. On sait juste, entre autres, dans les infos, qu'il y avait Ryo Orihashi et Ai Kayano qui reprenaient leur rôle donc, de Alice Carroll et de Anya Dostoyevskaya. Et en revanche, c'est Rina Sato qui incarnerait Athena Glore parce qu'elle remplace Tomoko Kawakami qui est décédée, malheureusement. Donc c'est très rare que les seiyuu changent de doublage au Japon. C'est pour ça que je préférais faire un petit point seiyuu. C'est tellement rare que je préférais le préciser. C'est par cause de décès et non pas par souci XYZ avec quelqu'un dans le seiyuu. Et ça reste Junichi Sato à la réal qui a réalisé toutes les séries de Aria parce qu'il y en a eu 4. Non, il y a eu 3 séries et 2 OAV, je crois, de mémoire. Voilà. C'est une série de manga qui sort chez nous, ressort chez nous, chez Kiyun, dans une version appelée The Masterpiece, qui est en 7 volumes. C'est ça. Voilà. Et il y a déjà 5 tomes de sortie, a priori. Tout à fait. Et le 6e, c'est bientôt. Je crois que Kiyun a fait un petit tweet d'ailleurs tout à l'heure en disant qu'il sortira en février, je crois. Tout à fait. Alors, Dragon 264 me dit origine du décès. Je sais pas, je ne suis pas Marie-Claire ici, c'est le cri du mochi. Je te propose d'aller chercher sur Google. Pour le coup, je ne me suis pas intéressé plus à. Après, c'est pas dit que l'information a été communiquée non plus. Hein. Je sais pas. Ça veut pas dire. J'ai pris l'information. En fait, j'ai juste vu que cette information passait. Je me suis dit, je vais le noter pour le doublage parce que. Parce que bon, c'était quand même pas courant. Je suis pas Marie-Claire, je m'en remets pas. Pardon. Putain. Et bien, il dit, je le ferai. Et ben, c'est très bien. Ça me fait plaisir que tu ne prennes pas ma boutade mais parce qu'en fait, il était curieux. Il se demandait si c'était à cause du Covid. C'est vrai que le Covid impacte énormément aussi à ce niveau-là. Oui, c'est pour ça que j'y pensais. Je pensais au Covid, au fait, à la base. Ah, je sais pas. En revanche, vu que l'annonce elle a été faite en juillet, ça serait possible. Je sais pas, je vous avoue là vraiment. Cela dit, il y a quand même très peu d'impact du Covid au Japon, mais ça serait vraiment. Quand même, franchement, il y a des célébrités qui meurent. Il y a des célébrités qui meurent. Il y en a. Ouais, mais ils sont à
que, entre guillemets, à 3000 ou 4000 morts, hein, il me semble. Donc, oui, alors c'est pas comparable avec notre situation, mais en soi, il y a un réel impact. Je trouve, du coup, il y a beaucoup de célébrités un peu âgées ou à partir d'un certain âge, le nom de la seiyuu qui ne sont plus là. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Le nom seiyuu, c'était Rina Sato. Voilà. Et pardon, c'est la nouvelle, et elle remplace Tomoko Kawakami. Pardon, donc c'est Tomoko Kawakami. Facile qu'on classe tout en pneumonie, oui, effectivement. Bon, en tout cas, on va espérer que c'est pas le Covid, sinon ça va rajouter encore un peu plus dans les statistiques par rapport à cette sale maladie. Et on espère, et on souhaite du fond du cœur, je pense que vous êtes avec moi là-dessus, que ça n'arrivera pas à Monsieur Miyazaki. Parce qu'il arrive aujourd'hui à ses 80 ans. Arrête de rigoler, monsieur, là. 80 ans. Non, mais c'est aujourd'hui. Je trouvais ça fou que ce soit aujourd'hui. Oui. C'était fou. C'était dingue parce que la transition est parfaite. J'ai adoré. Ouais, vu comment t'as rigolé, t'as tout gâché. Non, je plaisante. Mais il s'arrête pas. Arrêtez-le. Y a pas quelqu'un chez lui qui peut le pousser. Arrête-toi. Si on pousse dans les escaliers, je trouve ça. Pardon, mais en plus c'est super comme news qu'ils soient encore vivants. Cette phrase, par contre, elle est tendue. Non, mais aujourd'hui, Miyazaki fête ses 80 ans et du coup, il y a énormément de médias qui ont repris cette information parce que c'est un personnage extrêmement connu dans le monde entier pour les œuvres qu'il a créées et qui transportent un message de jours meilleurs, d'espoir, l'écologie, etc. Des belles valeurs, en tout cas, qu'il essaye de transmettre dans ses œuvres. Et c'est pour ça que je pense que c'est un des Japonais, un des créateurs japonais les plus appréciés du monde et qui a du coup un tel engouement à se dire « Oh, incroyable, regardez Miyazaki à 80 ans !» Et je trouvais ça super cool en fait, juste au-delà de se dire voilà, il a 80 ans, non, c'est regarder finalement l'impact de son œuvre aujourd'hui. Il y a Première qui reprend l'info, qui dit regardez, il a 80 ans. Après, c'est des médias qui sont spécialisés aussi sur des animés pour d'autres, mais je trouvais ça beau de se dire qu'il y a autant de médias différents, d'univers différents, qui connaissent quand même Miyazaki et qui sont quand même là pour faire une news dessus. Je trouvais ça vraiment beau. C'est vrai. C'est encore plus beau qu'il soit fait battre par un animé random dont on aura tous oublié dans 10 ans. Il a tout gâché. Il a tout gâché. 40 ans de carrière niqué par un film à licence. Bravo. Il n'y a absolument rien de gâché puisqu'il ne s'agit que de chiffres. Il ne s'agit que de chiffres. Beau 80e anniversaire, monsieur Miyazaki. J'espère que le prochain film Boruto vous battra Mononoke. Ça me fera très plaisir. Même Fumble, tu l'as fait rigoler. Arrêtez, c'est pas possible. Tu sais que c'est mon but. Je vois que Fumble, il reste impassible. Juste, il devient un peu rouge et je fais non, ça va pas. Je veux le voir rigoler. Incroyable. Bon, écoutez, c'est avec ça que s'achèvent les news. On va essayer d'être plus rapide sur les sorties de la semaine. Mais, attention, il y en a plein parce qu'il y a eu pas...